Cette vidéo, je pense et je mesure mes mots, c'est la plus importante que tu verras sur YouTube concernant ton activité de closing du lancement, donc du jour où tu as pris la décision de te lancer dans le closing, au choix de ton accompagnement jusqu'à derrière tes premiers milliers d'euros. C'est-à-dire que ça va être vraiment en fait un guide complet. On va voir comment traiter les peurs de prise de décision. On va voir comment choisir en quelque sorte son accompagnement. On va voir comment se comporter dans l'accompagnement, pendant le cursus d'accompagnement. On va voir comment choisir son partenaire pour que tu puisses avoir une vision long terme à ce moment-là. Comment négocier sa rémunération avec son infopreneur et donc son partenaire. Et les tips que je vais pouvoir t'apporter sur la partie performance, compétences qui vont te permettre d'aller chercher de la régularité dans ta génération de commission, donc 2000, 3000, 4000, 5000 euros par mois de manière stable. On va voir surtout comment trouver un bon partenaire qui va te respecter, qui respecte le métier du closing, avec qui tu vas avoir un alignement et un partage de valeurs, c'est-à-dire une vision long terme et qui va effectivement être en capacité de t'apporter des rendez-vous et que toi, tu seras en capacité d'honorer ces rendez-vous et de faire des ventes pour développer la croissance de ton entreprise et ta propre croissance en tant que closer. On arrive dans le début de cette vidéo maintenant, que je t'ai fait la présentation et que je t'ai expliqué comment ça va se passer. Forcément, le début du début, c'est ici, c'est dans ce qu'on appelle ton état d'esprit. Et donc, on va rentrer dans la première étape. Sans plus tarder, on va parler de mindset, d'état d'esprit, de déblocage, de peur. On y va. Bienvenue à toi dans cette vidéo. Si tu veux te lancer dans le closing, tu dois sûrement te poser 1 million de questions, de peur, des craintes, de doutes, plein de choses qui aujourd'hui en fait t'empêchent justement de prendre cette décision, d'aller vers cette activité, de te former, d'avancer. Écoute, c'est tout à fait normal et dans cette vidéo, je mesure mes mots. C'est cette vidéo qui va essayer en tout cas de condenser le maximum de pépites pour t'éviter d'être dans le doute, pour t'éviter d'être dans l'inaction et pour plutôt, on va dire, débroussailler un petit peu, enlever le brouillard qui t'empêche aujourd'hui d'avancer en comprenant tes peurs, tes craintes, tes doutes et ça va forcément t'aider à prendre la bonne décision pour toi, sachant que il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision, il n'y a que des décisions qui doivent te faire avancer. Selon toi, qu'est-ce qui peut faire peur avant de se lancer dans le closing? Très bonne question. Alors, il faut savoir que la peur déjà elle est normale. Si tu n'as pas peur, c'est que c'est pas normal. Autrement dit, si tu n'as pas peur, c'est ton formateur ou le gars qui va t'accompagner dans ton évolution closing qui doit avoir peur. Autrement dit, quand tu veux te lancer dans le closing et que tu as peur, c'est que c'est un bon signe. C'est un bon signe, pourquoi? Parce que généralement, la peur, c'est en quelque sorte le GPS de ta zone de génie. Et donc, si tu écoutes cette peur et que tu sais que elle est là pour te guider vers ta zone de génie, donc de bien réfléchir, de prendre les bonnes décisions, parfois de prendre son temps aussi, etc. Tu vas dans le bon sens. Mais si par contre, tu n'as pas peur de te lancer dans quelque chose, c'est que soit tu sous-estimes ce que c'est, soit tu ne sais pas du tout ce que c'est, soit tu es inconscient et tu penses que tu crois au coup de baguette magique. Par contre, quand tu as peur, c'est que tu as activé le GPS de ta zone de génie. Est-ce que tu vas pouvoir aller jusqu'à destination? Est-ce que tu vas suivre la trajectoire et l'itinéraire que ton GPS va te donner? Est-ce que tu vas t'écouter et l'écouter? Ou est-ce que tu vas le mettre de côté parce que c'est tellement fort, cette peur-là elle est forte, mais en même temps si elle est forte, c'est que tu es dans la direction de ta zone de génie. Parce que si elle n'aurait pas été forte, je pense que tu aurais été vers une direction qui n'est pas forcément ta zone de génie. C'est pour ça aujourd'hui qu'on voit beaucoup de personnes qui sont souvent en reconversion assez souvent. Je fais de l'e-commerce, après je passe à l'affiliation, après tiens je vais faire Uber, après tiens je reviens dans le digital, etc. Et en fait c'est souvent des personnes qui ont eu une très petite peur et qui en fait ont très vite mis de côté cette peur et se sont dit, ou même plutôt, je sais même pas comment expliquer ça, mais il n'y avait pas c'était pas une vraie peur. C'était une peur ressentie, ok, c'est bon, je teste et je verrai. Et généralement, quand tu veux rentrer dans le milieu du closing, moi en tout cas, c'est ce qui m'est arrivé, ça arrive à beaucoup de personnes que je côtoie, la peur, elle a été assez forte. Et cette peur qui a été assez forte, elle a été aussi accompagnée d'une prise de conscience sur le fait que ça va pas être facile, ça va nécessiter du travail. Et il y a une phrase aussi qui va résonner chez toi, c'est « Un intelligent à l'arrêt sera toujours derrière un con qui est toujours en marche ». Autrement dit, le travail surpasse le talent. Tu peux penser que tu es talentueux parce que tu as eu dans ta carrière des métiers avec des situations relationnelles qui sont fortes, qui sont bien, commerciales, des métiers avec le relationnel. Et tu te dis, le closing, en fait, c'est fait pour moi. Je vais cartonner dans ce milieu. Et en fait, dès que tu arrives, tu vois qu'au bout de 3-6 mois, il n'y a rien de tout ça qui se passe. Tu commences à te poser des questions parce que tu t'es basé sur ton acquis qui est ton talent. Et il y a d'autres personnes qui ont zéro talent, ont eu des métiers où ils étaient tout seuls sur un chariot. Caristes, préparateurs de commandes,
maçons, très très peu de relationnel et qui cartonnent dans ce milieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont bossé. Le travail surpasse le talent. Donc, un, ta peur, c'est ton GPS. Deux, tu dois être conscient que cette peur, c'est ton GPS dans ta zone de génie. Soit tu écoutes cette peur et tu lui dis, ok, j'accueille cette peur, je sais que ça va pas être facile, le travail surpasse le talent et je suis l'itinéraire jusqu'au bout. Soit tu mets de côté cette peur, tu prends soit une décision rapidement sur laquelle tu vas le regretter, soit tu changes et tu passes du closing à e-commerce ou autre chose, tu vois. Comment tu fais la distinction entre une peur qui est positive et qui est justement un bon GPS et une peur qui est paralysante et qui t'empêche de passer à l'action pour suivre vraiment ton projet? C'est une bonne question. On va rentrer un peu plus dans les émotions cette fois-ci, mais pour rester juste dans les grandes lignes, une peur qui te paralyse, c'est toi qui l'as créée. C'est toi qui crée la paralysie. Comment? C'est pas pour rien qu'il y a une phrase qui dit que c'est l'analyse qui paralyse. Quand tu es trop dans l'analyse, autrement, tu es trop dans le rationnel et très peu dans l'émotionnel. Ça veut dire que généralement, ceux qui sont dans une peur paralysante sont ceux qui sont très peu instinctifs, sont plus dans le mental. Ceux qui sont dans le mental, à force de faire 70 000 plans dans ta tête, au bout d'un moment, il y a un bug dans la matrice, le cerveau ne fonctionne même plus et paralysé. Donc cette peur, elle te paralyse, tu es figé, tu ne peux plus rien faire. Tu ne prendras pas de décision, tu resteras dans le doute. Et quand on parle du doute, pour bien qu'on soit d'accord avec tout le monde, le doute, c'est une posture mentale. Cette posture mentale, depuis notre jeune âge, la posture mentale du doute, on ne nous a pas appris à la rétrécir. Et donc ce qui fait que depuis notre jeune âge, cette posture mentale qui est le doute, elle fait que grossir. Avec ce qu'on entend dans BFM TV, avec ce qu'on voit dans les informations, avec ce qu'on voit dans Arnaque Info, etc. Du coup, on devient de plus en plus méfiant. Et comme on est de plus en plus méfiant, qu'est-ce qui se passe? Le doute grossit de plus en plus. Tu grossis le doute et tu grossis la méfiance. Qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment? Cette posture mentale va exploser. L'antidote, le remède de cette posture mentale qui est le doute, c'est de prendre une décision. Quand tu sais prendre des décisions, tu commences à faire rétrécir, tu fais maigrir ce doute. Et la décision amène à l'action. Donc si on revient au point principal de la peur paralysante vs la peur aidante, en quelque sorte, la peur paralysante, c'est une peur qui va venir de la posture mentale, qui est le doute, qui a été alimentée par beaucoup d'analyses, qui fait que bug dans la matrice, figé, je ne prends pas de décision. Et comme je ne prends pas de décision, je reste dans mon doute et je reste dans l'inaction et ainsi de suite. Et en fait, c'est un cercle vicieux qui se crée. Donc, comment tu sais si effectivement tu es dans une peur paralysante? Il y a plusieurs points. Le premier point, c'est est-ce que tu te compares beaucoup? Le deuxième point, c'est est-ce que tu fais 1 million de plans avant de passer à l'action? Ou peut-être 1 million de plans sans passer à l'action? Est-ce que tu fais beaucoup de scénarios dans ta tête? Ou est-ce que, contresens, donc pour éviter cette peur paralysante, le contresens, c'est de s'écouter parce que tu te connais. Donc là, on va entrer dans la peur paralysante. Ok, j'ai une peur, je l'ai, mais je me connais. Exemple, je veux faire un saut en parachute. J'ai peur, mais je me connais. Est-ce que je vais y arriver? Attends, si là, aujourd'hui, juste parenthèse, je peux pas parce que apparemment pour faire un saut en parachute, il faut être en dessous de 94 kilos. C'est coach Mehmet qui m'avait dit ça. Donc aujourd'hui, moi, je peux pas. Mais je prends l'exemple du saut en parachute. Si tu veux faire un saut en parachute, mais que tu as les conditions pour le faire et que tu es conscient qu'il y a des personnes autour de toi ou pas autour de toi, mais que tu connais et que eux ils l'ont fait et que ça leur a pas posé problème, ils sont toujours en vie, qu'est-ce que tu vas te dire à ce moment-là? Peur aidante, s'ils l'ont fait, je peux le faire, d'accord? Mais tu n'as rien à analyser là-dedans. Ils l'ont fait. Qu'est-ce que tu vas analyser là-dedans? Tu vas pas aller chercher ceux qui l'ont pas fait ou tu vas pas aller chercher ceux qui l'ont fait et qui sont morts. Il y a un très faible pourcentage, voire pas du tout, tu vois, parce que sinon, on le ferait pas, ce soit en parachute, ce serait interdit. Donc là, tu es dans une peur aidante, mais tu te connais. J'ai peur, oui, mais s'ils l'ont fait, je peux le faire. Et je ne suis pas dans l'analyse qui me paralyse, qui alimente ma posture mentale, qui est le doute et qui va me laisser dans l'inaction. Donc, savoir s'écouter. En même temps, savoir s'écouter nécessite savoir se connaître. Est-ce que tu te connais? Est-ce que tu as pu analyser la zone de lumière qui est en toi dans ton obscurité? Exemple, tu as traversé une période obscure où c'était très compliqué. Est-ce que tu as pu, dans cette période obscure de ta vie, en tirer des vraies lumières, des apprentissages, des prises de conscience? C'est toujours dans l'obscurité qu'on voit sa vraie lumière. Donc, tu vois, cette peur qui est aidante, elle vient en s'écoutant, en se connaissant parce que tu connais ta vraie lumière dans les périodes qui sont compliquées. Dans ce cas-là, ici, normalement, tu dois découvrir en toi le fait de ne jamais lâcher l'affaire. Tu ne lâches pas l'affaire. Tu veux atteindre quelque chose, tu vas l'atteindre. Si tu as déjà entendu certaines de mes vidéos, je dis souvent, il n'y a pas de plan B. Le plan A, c'est la réussite. Et à la rigueur, si on doit se donner un plan B, c'est de s'en tenir au plan A. Donc, c'est non négociable. Si je commence un truc, je le finis. Donc, la peur de se lancer dans le closing, c'est la peur d'échouer, la peur de ne pas y arriver, la peur de se faire arnaquer, la peur que ce soit pas fait pour toi, mais en même temps, si c'est pas fait pour toi, c'est soit tu t'es fait arnaquer, soit t'as pas réussi, soit il y a eu un échec.
Tu vois. Mais c'est les vraies peurs que traverse une personne qui veut prendre la décision de se lancer dans le closing. À toi de faire la distinction entre est-ce que c'est une peur aidante, est-ce que c'est une peur paralysante. Si c'est une peur paralysante, sors du mental et rentre dans une projection. Qu'est-ce que le métier de closing peut t'apporter? Qu'est-ce que 3, 5, 7, 10, 15 000 euros par mois peut t'apporter? Parce que si d'autres l'ont fait, toi aussi tu peux le faire. Quelle est la vie que tu veux avoir? Est-ce que tu es prêt à te retrousser les manches et de ancrer en toi que le travail surpasse le talent et de ne pas te baser sur tes acquis, sur ton talent? Et si tu es prêt à tout ça, la peur paralysante, tu lui mets un coup de balai, elle s'en va. Et tu vas rester uniquement avec les peurs aidantes. Et la peur aidante, c'est elle qui est ton GPS dans ta zone de génie. À toi de suivre le plan après. Et le plan, on verra plusieurs vidéos sur comment choisir sa formation, attention aux différentes arnaques, comment tu dois te comporter aussi quand tu suis une formation de closing. Tout ça, on va le voir. Mais déjà, fais la distinction entre ces deux peurs et l'analyse paralyse. Finalement, tu as la peur aidante qui a une intention positive et la peur paralysante qui est une forme d'opportunité. Parce que le rôle du closer, c'est d'aider les gens à lever leurs doutes et à passer à l'action. Donc si le closer lui-même se retrouve dans ce schéma, en quoi ça peut être, selon toi, une bonne opportunité, tu vois, de devenir encore meilleur pour closer derrière, de se retrouver face à des peurs paralysantes? Quand tu rentres dans le milieu du closing, on ne te demande pas d'être prêt. On te demande d'être honnête envers toi-même. On te demande d'être sincère dans l'engagement que tu vas prendre envers toi-même. On te demande de te retrousser les manches. On te demande de vouloir apprendre. Ok, d'accord, il y a une distinction à faire entre l'humain qui prend sa décision et dans le moment où il va prendre cette décision, la posture dans laquelle il est, dans ses peurs, dans ses craintes, dans ses doutes. Et lui aussi, justement, il a besoin qu'un closer vienne faire le travail que lui, il va faire avec les gens. Et donc, il faut bien faire la distinction. C'est pas parce que tu n'es pas prêt au moment de l'appel que tu seras un mauvais closer. Très important à souligner ça. Ma première décision que j'ai prise, j'ai mis 3 semaines, je pense, à appeler le closer et lui dire c'est bon, je vais démarrer. Ça n'empêche pas, aujourd'hui, 5 ans après, d'avoir fait des millions d'euros encaissés en closing. La posture dans laquelle tu es au début ne veut rien dire. C'est normal que tu sois dans ce doute de prendre une décision, que tu sois dans cette peur de prendre cette décision, dans cette crainte, c'est ok. Maintenant, la vraie question à se poser, c'est qu'est-ce que tu veux pour toi? Pose-toi juste une question. Même, tu sais, il y a beaucoup d'exercices qu'on demande de faire. Prenez une feuille, un stylo et marquez des choses. Et en fait, maintenant qu'on a les téléphones, on prend les notes, on commence à noter 2-3 notes, on lâche l'affaire. Et en fait, ça passe aux oubliettes parce qu'avec tellement des applications, les réseaux sociaux, etc., on ne revient pas sur nos notes, sur le téléphone. Et moi, je suis reparti à l'ancienne avec feuille, stylo, je gratte, tu vois, le tableau, je gratte. Mais pourquoi? Parce que ça me permet de me décharger mentalement, mais en même temps, la feuille, je la jette pas à la poubelle. Elle est à quelque part. Elle est soit à côté de mon PC, soit sur le tableau. Autrement dit, cette feuille, je vais la revoir. Volontairement ou involontairement, je vais la revoir, je vais relire. Donc je décharge mentalement certaines choses que je vais revoir. Pourquoi je te partage ça? Quand tu prends ta décision, la question qu'est-ce que tu veux pour toi? Ne réponds pas avec juste des mots. Écris-le. Écris vraiment qu'est-ce que tu veux pour toi. Dans 6 mois, quelle est la version de toi que tu veux être dans 6 mois? Qu'est-ce que tu veux comme changement dans ta vie dans 6 mois? Donc, quelle est la version de toi que tu veux être? Personnalité, énergie, valeur. Et qu'est-ce que tu veux comme changement dans ta vie dans 6 mois? Et tu reposes les deux mêmes questions et tu fais dans 1 an, dans 3 ans et dans 5 ans. Et en fait, tu vas plutôt même faire un tableau où tu vas répondre à ces questions-là dans 6 mois, 1 an, 3 ans, 5 ans. Et tu verras en fait que ce que tu veux et qui tu veux être, ça ne sont pas que des mots qui vont passer aux oubliettes parce que tu vas le voir sur une feuille que tu vas pouvoir relire et relire et relire et ça va même être en quelque sorte un stimulant pour toi pour te dire ouais, en fait c'est fort ce que je dis, c'est pas que des mots, c'est puissant, voici ce que je veux être, voici qui je veux être et voici ce que je veux devenir. Et ça va t'aider peut-être à ce moment-là à prendre ta décision de te bouger, de suivre ta peur aidante, de mettre de côté la peur paralysante, d'avancer sur le chemin de la prise de décision et d'avancer vers l'action. Et c'est l'action qui annule le doute. Et comme on annule le doute, on réduit la posture mentale qui est le doute. Qu'est-ce que tu aimerais dire à Rachid d'il y a 5 ans qui n'a pas encore rappelé du coup la personne pour dire je saute le pas, j'y vais, qui est peut-être dans sa tête et de quoi il aurait eu besoin d'entendre? Une touche d'humour. Le Rachid il y a 5 ans, il aurait osé l'appeler et lui dire aide-moi à trouver un acheteur pour ma voiture. C'est ce que j'ai pas fait parce que j'ai vendu ma voiture pour rentrer dans le programme d'accompagnement. Je l'ai pas fait. Mais avec recul, j'aurais osé. Tu veux que je rentre rapidement? Aide-moi à vendre ma Tiguan. Tu vois.
aide-moi, vas-y, mets une annonce toi aussi de ce côté, et ça aurait peut-être pas pris 3 semaines, mais ça aurait peut-être pris quelques jours. Mais sinon, si on rentre un peu plus dans les détails, le conseil que moi j'aimerais apporter à toutes les personnes qui doutent et qui ont peur en fait de se lancer dans l'univers du closing, c'est un univers qui est magnifique. Pourquoi? Parce que tu as généralement 4 besoins émotionnels les plus forts chez l'être humain. Sécurité, confort, reconnaissance, donc le besoin émotionnel de reconnaissance, le besoin émotionnel d'appartenance et le besoin émotionnel de diversité. Et donc dans ces 4 besoins émotionnels, en fait tu les combles les 4. Et c'est l'un des rares métiers, rares activités qui aujourd'hui en fait te permet de combler tous tes besoins émotionnels en une seule activité. Sécurité et confort en gagnant bien sa vie. Possible, c'est possible de le faire. La reconnaissance, quand tu aides des gens à prendre une décision, à changer leur vie, tu es l'élément déclencheur de leur transformation. Et dans 3, 6, 9 mois, tu reçois des messages de personnes qui te disent merci beaucoup, sans toi, j'en serais pas là, sans toi, j'aurais jamais bougé, etc. Donc, tu nourris ton besoin émotionnel de reconnaissance. D'appartenance, donc le besoin émotionnel d'appartenance, c'est le besoin émotionnel qui est comblé le fait que tu sois dans une équipe. Tu appartiens à une team. Tu fais partie d'une vision, d'une mission avec le partenaire avec qui tu vas être et avec qui tu vas bosser. Donc, du coup, tu as ce système d'appartenance à une mission, une vision, des objectifs. Il y a une team aussi, tu seras avec des closers aussi, donc il y a une équipe aussi et une famille professionnelle, j'aime plutôt dire une équipe de sport qui va vraiment s'épauler les uns les autres. Et le dernier, le besoin émotionnel de diversité, c'est aussi combler tous les jours parce que tu n'échangeras jamais 2 fois avec 2 prospects identiques. Et donc en fait, tu as cette diversité du matin au soir à découvrir des gens et tu découvres que des professeurs. D'ailleurs, petite parenthèse, c'est la punchline que j'aimerais te partager aussi. Dis-toi que dans le closing, tu as que des professeurs au bout du fil. Tu n'as pas de prospect. Remplace le mot prospect par professeur parce que chaque prospect doit t'apporter quelque chose. Autrement dit, chaque prospect doit t'enseigner quelque chose qui enseigne les professeurs. Tu n'as que des profs au téléphone. Donc les 4 besoins émotionnels, ils sont comblés. Donc si tu as peur, dis-toi déjà que tu es dans une activité qui est magnifique, qui va te permettre de combler les 4 besoins émotionnels dont l'être humain a besoin. Ensuite, la deuxième chose que moi j'aimerais te partager, c'est accepte que la peur, elle est normale. Accepte qu'elle soit parfois douloureuse, mais n'accepte jamais qu'elle te gagne. Ne sois jamais vaincu par ta peur. Accepte que c'est normal, c'est ok. Accepte qu'elle soit forte, c'est ok. Mais si tu la laisses te gagner, c'est que tu la laisses décider à ta place de ton destin. La peur, c'est une émotion. L'émotion, il faut savoir l'écouter, ok? Mais tu peux aussi lui répondre. T'inquiète pas, je sais que tu es là pour mon bien, parce que la peur, elle est là justement pour t'éviter de faire quelque chose inconnu égale danger pour le cerveau de l'être humain. Comme le cerveau de l'être humain, inconnu égale danger, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, tout simplement, elle t'évite de prendre des décisions parce qu'elle ne connaît pas la réaction ou la situation à venir, etc. Bon, on va pas rentrer dans ce détail. Voilà, donc moi j'aimerais te partager ça et j'espère en tout cas que ça va t'être utile, cette vidéo, en tout cas pour comprendre les peurs que tu ressens au fond de toi quand tu veux te lancer dans le métier du closing. C'est un métier qui va pas du tout s'arrêter, en tout cas c'est pas prêt de s'arrêter sur ces 10, 15, 20 ans. Pourquoi? Parce que le monde du digital évolue. De plus en plus, le marché de l'accompagnement est chiffré à plusieurs milliards d'euros d'ici 2026. Autrement dit, 2026-2030, je pense qu'on va être dans un sommet où c'est là où il va avoir besoin de plus de closers. À ce moment-là, s'il y a besoin de plus de closers, forcément, il va y avoir besoin des meilleurs closers parce qu'il y a une distinction et une scission qui va se faire entre les closers lambda et les bons closers. Les bons closers vont avoir les bons contrats, les bonnes missions, les bons partenaires, et les baby closers en quelque sorte, ceux qui ont fait le choix de se former par des structures qui ne leur correspondaient pas, plein de choses, on le verra à travers d'autres vidéos. C'est eux qui n'auront pas cette chance-là malheureusement de faire partie des closers qui vont être appelés par des bons partenaires. Je pense que si tu es à 2 doigts, à 2 semaines, à 2 mois de prendre ta décision de est-ce que je vais dans le milieu du closing ou pas, pose-toi juste ces questions. Est-ce que tu veux combler tous tes besoins émotionnels? Est-ce que tu veux avoir aussi cette liberté géographique? Il faut dire ce qui est. Tu as besoin uniquement d'un téléphone ou d'un PC pour travailler, donc tu as la liberté géographique. Mais par contre, retiens bien une chose, c'est que c'est pas un coup de baguette magique. Forcément, le travail surpasse le talent. Et si tu es prêt, tu vas y arriver. Si tu penses que ça va être un coup de baguette magique et que, et que ça va être trop facile, erreur, bug dans la matrice, erreur 404. Et toi, est-ce que tu as encore peur aujourd'hui, Rachid? Ou est-ce que la peur du début, elle est partie? Non, moi aujourd'hui, la peur dans le métier du closing, je l'ai pas. J'ai d'autres peurs qui sont liées à d'autres activités annexes. Comme l'atteinte des résultats en tant que head of sales, tu as des peurs justement qui s'installent. Mais pareil, là aussi, c'est des peurs aidantes. Moi, je suis stimulé par la peur. J'ai besoin de la peur pour avancer, tu vois. Chacun est comme il est. Quand tu as des objectifs à atteindre, tu as d'autres peurs. Les peurs familiales aussi. Quand tu as des enfants, tu as de la peur. La peur pour eux, pour leur avenir, etc. Donc, tu as d'autres peurs dans d'autres sphères de ta vie. J'ai toujours eu ce fonctionnement d'écouter la peur. Je la repousse pas. Je la refuse pas. Je l'écoute d'abord. Il y a des phases.
Tu sais, c'est comme dans le closing, tu as une phase de setting, ensuite tu as une phase de découverte. Bah, en fait, les émotions, c'est la même chose. Tu as une phase où tu dois écouter ton émotion, une phase où tu dois observer, soit tu la repousses, soit tu l'acceptes, une phase où tu travailles sur cette peur. C'est différentes phases et j'ai toujours appris à écouter. Même quand j'étais jeune, quand au quartier, il faisait des bêtises et que tu étais obligé de courir même si tu faisais rien, bah, quand tu cours et que tu rentres chez toi, tu as le cœur qui bat, tu as de la peur d'entendre toc 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 gendarmerie nationale. Bah, en fait, dans cette peur-là, moi je l'écoutais. Je me dis, mais pourquoi j'ai peur? J'ai rien fait. Donc si ça vient, je dirais que j'étais pas là-bas, ou c'est pas moi, ou j'ai vu tout le monde courir, j'ai couru. J'avais cette peur, mais j'ai appris justement à l'écouter, essayer de la comprendre, lui répondre parfois en observant, et après ça découle, quoi, on avance. L'action qui annule le doute, encore une fois. Je doutais de moi, est-ce que je faisais quelque chose? La peur est venue, j'annule le doute, j'annule la peur. Maintenant que tu as vu comment on peut travailler sur ces peurs, comment on passe d'une peur qui est paralysante à une peur aidante, et que tu as travaillé sur ton doute, ta posture mentale, maintenant c'est comment on choisit sa formation en closing, comment on choisit son cursus d'apprentissage, comment on choisit son accélérateur, et c'est ce qu'on va voir maintenant dans cette prochaine étape. Qu'est-ce qui fait la différence entre une formation à 1000 € et une formation à 5000 €? C'est ce qu'on va voir à travers cette vidéo. Je vais te partager des tips, des conseils, des astuces qui vont te permettre de faire le bon choix et surtout de comprendre la profondeur de cette différence qui existe aujourd'hui sur le marché francophone pour une formation en closing. Et donc tu vas pouvoir, je pense, à mon sens en tout cas, sortir de cette vidéo avec plus de clarté et aussi plus de facilité à prendre la bonne décision. Aujourd'hui, si on veut apprendre le closing, il y a 1001 formateurs, il y a à boire et à manger, il y a tout. Comment on choisit sa formation? Je suis d'accord avec toi qu'il y a des formations à 1000, des formations à 5000. Si on prend juste pour respecter le titre de la vidéo, formation 1K vs formation 5K. Autrement dit, il y a 1 million de formations, 1 million de formateurs. D'ailleurs, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais envoyer un petit tacle. Un petit tacle, pas trop le tacle de boucher, on va aller juste doucement, tranquille. Il y a énormément de formateurs qui ont très peu de résultats, voire qui n'ont pas eu des résultats, voire qui ont eu des résultats sur 1, 2, 3 mois. Ils ont fait 3 factures où ils ont facturé 5000 € de commission. Ils se sont sentis pousser des ailes. Ils se sont dit, allez, on va aller dans le milieu du closing et je vais former des gens. Forcément, voilà, c'était juste le petit tacle gratuit. Formation 1K, formation 5K. En gros, quand tu te lances dans le milieu du closing, tu veux avoir une vie premium. Tu veux gagner bien ta vie, mais tu es prêt quand même à prendre une décision discount. Il y a quelque chose qui tourne pas rond dans tout ça. Je veux gagner 5, 10, 15 000 € par mois, mais en termes de prise de décision, je préfère le confort d'aller vers une formation discount à 1000 €. Ça veut dire que tu es en train d'appliquer quelque chose pour toi, d'investir peu. Formation à 1K, il n'y a rien à voir en termes qualité par rapport à une formation à 5K. Alors éloigne-moi l'idée de te dire que toutes les formations à 5K sont meilleures, sont très bonnes, sont excellentes. C'est pas ce que j'ai dit. Mais à toi aussi de faire ton travail de benchmark, de recherche, d'échanger avec des gens qui ont suivi la formation, etc. Ça, c'est ton rôle aussi, on y viendra dans une prochaine vidéo. Mais là, tu es en train de prendre une décision discount dans le but d'aller vers du premium. Ça veut dire que quand toi, tu vas apprendre ce métier, tu vas voir des gens au bout du fil. Ton infopreneur ou ton partenaire propose 2 formations. Ne viens pas t'étonner que tes futurs closes soient des gens qui choisissent l'offre discount. Qu'est-ce que tu leur diras à ce moment-là? Ah ben non, il fallait payer l'offre la plus chère. Mais est-ce que toi, tu l'as fait? Non, tu es parti vers le discount. Donc, tu sais, il y a une phrase en dev perso qui dit « Ce que j'imagine, je le crée. Ce que je pense, je le deviens. Ce que je ressens, je l'attire. » Donc, ne viens pas t'étonner au bout du fil si tu as pris une formation pas chère, que tu n'arrives pas à closer du cher, en quelque sorte. J'aimerais commencer par ça. C'est dit, punchline envoyée, question suivante. On vend comme on achète. Bah, c'est clairement ça. Je vais même rentrer en détail. Si tu as l'habitude de faire des paiements plusieurs fois, ne viens pas t'étonner que tes clients payent en plusieurs fois. J'ai jamais fait autant de pif, pay in collect, paiement une fois, que quand moi je payais des choses en une fois. C'est une question aussi de posture. Je transfère de la certitude dans quelque chose que je fais. Je paye en plusieurs fois, j'attire des personnes qui payent en plusieurs fois. Je paye pas cher, j'attire des personnes qui sont prêtes à payer du pas cher. Et tu les autorises à le faire avec toi aussi, du coup. Tu leur autorises ce que tu t'autorises, c'est clairement ça. Aujourd'hui, ce n'est pas la formation à 5K qui est chère, c'est la peur qui t'empêche d'avancer et qui te fait rester dans cet inconfort, qui est plutôt en fait tu ressens le confort, mais en fait c'est un inconfort qui va durer peut-être 5 ans, 10 ans, 15 ans. La peur que tu ressens à ne pas payer cher te revient en termes de temps. Je ne sais pas si tu arrives à comprendre. Ouais, bien sûr, sur la durée, tu le payes plus cher. La décision de chip, tu vas la payer d'une autre manière, quoi. Exactement, tu payes une formation chère, tu la gagnes en temps, tu payes une formation pas chère, tu la pas gagnes, mais tu assumes les conséquences en termes de durée.
Donc il y a des bénéfices à payer une formation chère pour le simple fait de la payer, pour ce que ça débloque, mais au-delà de ça, pour toi, c'est quoi les différences entre un truc à 1000 balles et un truc à 5000 balles dans le closing? Il y a plusieurs choses. Je pense la première chose, il y a la légitimité du formateur. Aujourd'hui, de moi, ce que j'ai vu sur le marché, les formations à 1000 balles, 2000, 3000, jusqu'à 4000, c'est des gens, forcément, je le dis clair, clair, net et précis, c'est des gens qui, à mon sens, n'ont pas les résultats qui leur permettent d'aller coacher des gens. Et aujourd'hui, il y a des formations qui sont à 5000 où tu sens que les gars, voilà, ils ont eu 1, 2, 3 ans, ils ont cartonné, ils ont appris des choses, ils sont formés, ils sont complètement légitimes à transmettre. C'est quoi les critères à vérifier si aujourd'hui tu te renseignes sur des formations C'est ou un sur ton milieu qui est formateur? tellement petit qu'il y a tout qui se sait. C'est un milieu qui est tellement petit, il y a tout qui se sait. Déjà, un, s'il a des réseaux sociaux et qu'il t'a partagé des références chez qui il a closé, rien ne t'empêche d'envoyer un message à la personne avec qui il a closé pour lui dire, voilà, je cherche une formation de closing, on m'a recommandé un tel, j'ai entendu qu'il a closé chez vous, est-ce que c'est vrai qu'il a eu ces chiffres-là, son inscription, est-ce que c'est possible d'avoir une réponse? Je suis vraiment intéressé. On est dans l'honnêteté dans ce marché, tu vois. Le marché de l'accompagnement entre infopreneur et closer, il y a quand même une sympathie, une empathie et une honnêteté pourquoi? Parce que l'infopreneur, le gars lui a fait gagner de l'argent, donc il ne va pas aller mentir si c'est le cas. S'il lui a pas fait de gagner de l'argent, il va le dire clairement. C'est honnête, tu vois. Tu es dans l'accompagnement, tu accompagnes des gens, tu ne veux pas leur mentir. Donc, ouais, Jérémy qui a déjà reçu des messages et on lui a posé la question, est-ce que c'est vrai que Rachid il gagne tant? Tu vois, et c'est complètement OK. Moi, si c'était pas vrai, déjà, un, je le dirais pas, et deux, je citerai pas le nom des partenaires avec qui j'ai bossé. Transparence. Et comme je suis transparent, ben, j'attire des gens qui sont aussi transparents. Et quand ils veulent pas être transparents, l'art du questionnement leur permet d'être à l'aise et être transparent. Mais si je le suis pas, encore une fois, je vais attirer des gens qui le sont pas. Est-ce que tu as d'autres différences majeures entre une formation à 1K ou à 5K, à quoi tu peux t'attendre quand tu investis ce genre de montant dans des formations de closing? Est-ce que tu peux reformuler la question? Quelle est la différence dans à quoi tu peux t'attendre en investissant 1K versus en investissant 5K dans Ok. une formation? Est-ce que tu sais pourquoi je t'ai demandé de reformuler la question? Pour que tu prennes un raccourci. En synthétisant, on prend un raccourci. En prenant une formation en 5K, on prend un raccourci. Tu prends une formation en 1K, c'est pas un raccourci. C'est quelque chose qui va te faire perdre plus de temps que ce que toi tu penses. Mais comme la décision est plus facile à investir 1K et ne te met pas dans une zone d'inconfort, tu préfères la facilité à la difficulté. Mais c'est la difficulté qui te ramène des résultats. Tu regardes les derniers combats de boxe, tu regardes les derniers combats de MMA, les derniers matchs de NBA, de Ligue des Champions. C'est ceux qui ont travaillé dur, plus dur que les autres, qui ont gagné les médailles, qui ont gagné les compétitions. Tu vois. Et donc, ce sont eux qui se sont mis plus dans l'inconfort, dans le but d'aller vers le confort. Bah, c'est la même chose en fait. Tu vois. Et en fait, ce que je vais t'expliquer par là, c'est que tous les êtres humains, aujourd'hui, ont en eux cette compréhension des choses qui est tout à fait simple, qui est que lorsque c'est facile, bah, ça ne m'amène pas forcément là où je veux. Lorsque c'est difficile, ça m'amène là où je veux. Perte de poids, par exemple. C'est l'exemple que tout le monde prend. Bah, c'est normal que se priver des bonnes choses, surtout si tu as l'habitude comme moi de manger des kebabs, des tacos, des pizzas, pour perdre du poids, tu dois mettre ça de côté, tu dois remplacer. D'ailleurs, moi je kiffe les sneakers. On m'a dit qu'il fallait que j'arrête de manger des sneakers. Je leur ai dit non, j'arrêterai pas. J'ai trouvé des sneakers avec 20 grammes de protéines. Petite décision, ils sont là. Le paquet il est là-bas, Baptiste. Là, tu le vois là-bas? Tu le vois? Mais ouais, blague à part, c'est dans l'inconfort qu'on va vers le confort. Mais tout le monde le sait. Perte de poids, tu veux gagner une compétition, tu sais que tu dois te préparer pendant 3 mois pour le faire. Bah, tu as la possibilité d'aller jouer à FIFA à la Play 5, ou tu as la possibilité d'aller t'entraîner. Tu fais quoi? Tu vas t'entraîner. Tu veux avoir le bac, tu vas avoir le BTS, tu vas avoir la licence, le master, tu veux passer un concours, etc. Tu as la possibilité d'aller regarder Netflix, tu as la possibilité d'aller le préparer. Confort, inconfort. Mais le résultat, on sait très bien que le pourcentage des personnes qui sont dans l'inconfort est beaucoup plus élevé que les personnes qui sont dans le confort. Tu vois, c'est des choses qui sont tellement posées terre à terre, faciles dans tous les domaines de la vie, que quand on doit prendre ça pour l'investissement sur soi, on ne veut pas le prendre. C'est trop douloureux. Et pourtant, tu le sais. Tu sais que investir 5K, ça t'amènera beaucoup plus vite et beaucoup plus rapidement. Et c'est meilleur que ta formation 1K. Tu le sais. Mais non, je vais quand même essayer. C'est comme si tu me disais, j'ai un concours à passer à la fin du mois, je dois le faire, j'ai 50 pages à réviser, mais non, t'inquiète, je vais aller regarder Netflix et je vais avoir mon concours.
À la fin du résultat, tu sais très bien que si ça se base sur ces 50 pages-là et que tu n'as rien fait, tu vas pas l'avoir. Mais ça, tu te le diras jamais. Mais par contre, dans le closing, étant donné que c'est investir, je vais essayer ces 1000, je vais me retrousser les manches à fond. Ouais, mais en fait, il y a des critères. Il y a la qualité du formateur, il y a la qualité du programme, il y a est-ce que le gars, il est toujours à jour, il est en veille sur les méthodes psychologiques de la vente, sur les processus de prise d'achat, sur les process de vente. C'est énormément de choses. Et un cas, c'est parce que c'est pas là où tu vas trouver ce que tu veux. Tu veux dire que pour ce prix-là, la personne, elle ne peut pas en fait mettre les efforts suffisants dans son programme pour avoir un truc qui soit vraiment quali? Déjà, une formation à 1 cas, déjà, si on prend les choses logiques, que ce soit 1 cas, 2 cas, ça peut monter jusqu'à ouais, 2 cas, 1 cas, 2 cas. Tu as deux cas de figure. Tu as les structures qui sont CPF, j'aime pas trop en parler, mais on va en parler, qui s'en foutent complet en fait du delivery. À partir du moment où tu as 15 jours, tu fais ta formation, tu valides les entrées, le dossier il est envoyé à la CDC, à la Caisse des dépôts et des consignations, l'entreprise elle est payée avec le CPF, et le delivery il est, je dirais pas catastrophique, mais il n'y a pas d'accompagnement, c'est plus une formation. Donc, en gros, à la rigueur, tu as appris les bases. Tu as appris à manier une hache pour devenir bûcheron, mais on t'a pas appris les différents types de bois. On t'a appris à suivre un script, mais on t'a pas appris la psychologie de la vente. Tu as le deuxième type de cas, ils sont pas CPF, et donc du coup, à ce prix-là, mets-toi juste toi à leur place. Comment tu veux qu'ils soient rentables, ces gens, sur un accompagnement de 6 mois? Combien de personnes ils doivent rentrer dans leur programme pour qu'eux puissent en vivre? Et est-ce que, avec ce nombre de personnes, tu vas sentir de la personnalisation? Et s'ils veulent t'apprendre le closing, comment ça se fait qu'ils closent pas sur des offres plus chères? C'est un choix. Après, ça, Ouais, c'est un choix, ok. tu vois. C'est un choix. Aujourd'hui, il y a beaucoup de formations à 2 Ouais. 000 euros, des accompagnements à 2 000 euros dans des industries. Donc, il y a des thématiques qui sont dans la reconversion professionnelle qui peuvent être à 2 000 euros parce que ça nécessite de l'autonomie complète. Tu vois, tu crées un business de manière autonome. Mais dans le closing, tu peux pas créer un business de manière autonome. Encore une fois, pourquoi? Parce que je t'ai dit que tu n'auras jamais 2 fois le même prospect. Mais si moi, je savais closer que les profils de Baptiste, avec la psychologie de Baptiste, avec l'énergie de Baptiste, et que j'ai la certitude à 200% que tous mes rendez-vous, ça va être l'énergie de Baptiste et la psychologie de Baptiste, je vends à 2 000 euros. C'est bon. Mais comme je sais que tous les prospects sont différents, toutes les objections sont différentes, toutes les situations sont différentes, je vais prendre un formateur qui a eu 1000, 2000, 3000 appels parce que je sais qu'il a l'expérience que moi j'ai pas. Il va m'apporter les réflexes, les tips, tu vois, les conseils adaptés en fonction des différents profils de personnes qu'un closer ou un formateur qui a eu 3 mois, 5 000 euros de commission, a eu 50 ou 100 ou 200 rendez-vous, ne pourra pas m'apporter. Toi, tu prends un accélérateur, l'autoroute, boulevard. Tout ce qui a de la valeur à un prix, quoi. De toute façon, tout ce qui s'obtient facilement s'estime faiblement. Formation 1K vs formation 5K, définition, on peut donner 2 punchlines. Tu veux résultat premium en investissant un prix discount, et tout ce qui s'obtient facilement s'estime faiblement. Mets-toi ça bien dans la tête, et c'est la même chose de partout. Moi, je le dis très souvent, une personne qui a une grosse compétence dans le coaching, dans la thérapie ou quoi que ce soit, qui propose une séance à 80 euros, la personne elle va venir la première fois, la deuxième fois, elle va pas forcément revenir, ou la troisième fois, elle va se trouver une excuse pour pas venir. La même personne paye pour dans la même industrie, dans la même direction, un accompagnement à 2 000 euros, elle le paye cash. Je peux dire que toutes les séances, elle n'en rentrera pas une. Parce que le premier format à l'heure, ça s'obtient facilement, ça s'estime faiblement. Deuxième, offre premium, je paye cash, ça s'obtient pas facile, ça s'obtient pas facilement parce que tu as un engagement de départ au niveau investissement financier. Tu fonces quoi. Ce serait quoi la question à se poser, qu'on retient de tout ça, pour quelqu'un qui est en train de se renseigner et qui hésite? Généralement, les closers aujourd'hui qui veulent se former au closing, on entend beaucoup qui veulent se former pour vendre du premium, pour vendre des offres à étiquette, parce que c'est là où les commissions sont plus importantes. En fait, tu veux vendre des offres à étiquette premium, généralement qui sont supérieures à 3 000 euros, mais tu n'es pas prêt toi à investir. Donc là, il y a forcément une incongruence à quelque part, tu vois. Il y a une incongruence. Si toi, tu veux rester dans ta zone de confort, qui est encore une fois réellement de l'inconfort, comment tu veux aider des gens à eux investir des sommes comme 3, 4, 5, 10, 15, 30 000. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est faut savoir aussi s'écouter soi-même. Certes, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, mais au fond de toi, tu dois savoir certaines choses. Comme je t'ai dit, en fait, dans tous les domaines de ta vie, tu sais que c'est pas le confort qui te ramène vers la réussite, mais c'est plutôt l'inconfort. Tu le sais. Donc, tu analyses tes différents domaines de vie, tu le sais. Reprends cette même situation dans ton domaine entrepreneurial ou de reconversion professionnelle et tu verras que ça va t'aider en tout cas à travailler sur ta peur aidante ou peut-être même débloquer une peur paralysante et d'avancer. Je pense qu'on peut aussi rajouter autre chose, tu vois, par rapport à ça. On peut rajouter le fait que si toi, par exemple, c'est ton premier investissement.
tu vois, c'est ton premier investissement et que tu n'es pas prêt à investir 5 000 euros, par exemple, dans une formation. Je dis 5 000 parce que c'est plus facile, tu vois, c'est la moyenne des offres. Il y en a qui sont à 6, 7, 8 000, il y en a qui sont à 3, 4, 5 000, on prend 5 000. Mais si toi, aujourd'hui, tu n'es pas prêt à investir cette somme-là, pose-toi la question pourquoi. Et peut-être que si tu n'es pas prêt à investir, c'est que tu n'es pas prêt à proposer des offres premium aujourd'hui. Et peut-être que tu veux proposer uniquement des offres à 1 000 euros, à 1 500 ou à 2 000 euros. Oui, c'est pour ça que tu es prêt uniquement à investir 1 000 euros. Oui, mais les partenaires que tu vas trouver pour closer des offres à 1 000, 1 500 et 2 000 euros, c'est des partenaires qui sont généralement assez fébriles, assez bancals, dans le sens où leur marketing n'est pas développé, dans le sens où ils ont un manque de légitimité sur le marché, et donc ils recherchent ce qu'on appelle des baby closers, qui sont prêts, eux, à vendre des formations à 1 000, 1 500 euros, parce que eux-mêmes n'ont pas investi 5 000, 6, 7, 8 000, ils ont investi 1 000, 1 500 et ils se retrouvent justement avec des partenaires qui sont assez fébriles. En quelque sorte, si tu veux vraiment ancrer ça en toi, si tu ne veux pas un closer aujourd'hui qui n'est pas prêt, en tout cas un entrepreneur, parce que tu vas te lancer, le closing c'est de l'entrepreneuriat, qui se lance et qui n'est pas prêt à investir 5 000 euros dans un accompagnement, c'est comme si tu étais un coach sportif qui t'entraîne, tu t'entraînes pas. Tu aides les gens à perdre du poids, à s'entraîner, etc., mais toi tu t'entraînes pas. Est-ce que tu trouves que ça a du sens? Il y a une incongruence totale. Donc c'est la même chose. Quand tu n'es pas prêt à investir et que tu veux vendre du premium, il y a une incongruence. Donc oui, tu peux investir 1 000 euros, mais ne t'étonne pas de closer uniquement des offres à 1 000, 1 500 euros avec, encore une fois, j'insiste là-dessus parce que je suis aussi avec Jérémy dans le mastermind et on le voit, des personnes qui viennent vers nous, qu'on accompagne, qui sont au début justement, qu'on amène vers une croissance, qui ont un marketing très fébrile. Autrement dit, tu vas avoir 10, 15, 20 rendez-vous, voire 30 rendez-vous par semaine avec 2 ou 3 personnes qualifiées et tu vas te manger plein de refus, plein de rejets, etc. Alors oui, pour grandir, c'est bien, mais c'est pas ce qui va te faire manger. Tu vois, encore une fois, j'ai la sensation que tout ce qu'on a dit, les gens le savent. Si aujourd'hui, en fait, on fait ces vidéos, c'est uniquement pour répéter des choses que je suis convaincu que tu le sais déjà. Mais la vraie question, c'est est-ce que ça va changer quelque chose? Qu'est-ce que tu vas changer pour toi? On a juste fait le perroquet à répéter certaines choses que peut-être d'autres ont dit avec des mots différents, avec des tournures différentes, avec des accroches différentes, avec une énergie différente. Mais toi, ça t'apporte quoi en fait? Où est-ce que tu en es aujourd'hui? Qu'est-ce que ça crée chez toi le fait de savoir que 1 000 euros, ce sera une formation basique lambda et si tu veux vraiment aller chercher des résultats, il faudra que tu sois capable d'investir plus. Qu'est-ce que ça crée chez toi? Est-ce que ça crée de la peur? C'est normal. C'est quoi comme peur? Est-ce que ça crée de la frustration? C'est normal. C'est quoi comme frustration? Est-ce que ça crée de l'envie? Ok, mais quel type d'envie? Encore une fois, si va chercher de la profondeur, ne reste pas en surface. Et dis-toi juste une chose aussi, c'est important que tu comprennes ça, c'est que tu rentres dans un domaine qui est l'entrepreneuriat. Et là, tu rentres dans un domaine où tu dois être capable de te retrousser les manches et de ne pas attendre qu'on t'amène les choses sur un plateau, mais que tu sois prêt, toi, à aller les chercher là où ils sont. C'est pas pareil que le salariat. Si tu es en reconversion, dis-toi que là, tu rentres dans un nouveau game, un game qui peut t'amener beaucoup plus loin que ce que tu espères et qui peut prendre parfois un peu plus de temps que prévu. Donc c'est pour ça on fait juste les perroquets en quelque sorte, Baptiste. Tu vois. On répète des choses. On essaye, tant bien que mal, d'être inspirant pour pouvoir les inspirer. Quoi dire de plus? Tu as le choix ou tu as le droit d'être précis ou de rafaler. Avec toutes les balles qui sifflent, on s'entend même plus parler. Dans cette étape suivante, une fois que tu as choisi ta formation, c'est comment tu dois te comporter dans ton cursus d'apprentissage. Ne pas rester statique, ne pas uniquement te baser sur l'accompagnement, mais il y a des choses que tu peux faire en plus, des choses que tu peux prendre de l'avance là-dessus. Et c'est ce qu'on va voir dans cette étape suivante. C'est parti. Dans cette vidéo, on va voir quelque chose de particulier. C'est comment devenir un top performer, un top closer. Mais c'est surtout en fait qu'est-ce que tu dois faire pendant ta formation de closing. Parce qu'on parle beaucoup effectivement de comment une personne est devenue top performer, quel est son parcours, qu'est-ce qu'elle a fait, etc. Mais on parle très très peu de quel est les éléments que tu dois être capable de faire pendant ton cursus d'apprentissage, pendant ta formation de closing, ce que tu dois attendre de toi. Tu vois, j'ai bien dit, c'est pas ce que les autres attendent de toi, mais ce que toi, tu dois attendre de toi et aussi de comprendre certaines choses qu'on évite, qu'on ne dit pas pendant ce cursus d'apprentissage. C'est ce qu'on va voir ici. Alors, déjà, on t'a déjà dit plein de fois que ton énergie était importante, que savoir traiter les objections, c'était important, que tu devais suivre un script, etc. Franchement, on va même pas parler de ça aujourd'hui. Moi, ce que je veux t'apporter à travers ces 10, 15, 20 minutes de vidéo, c'est des choses qui sont parfois assez simples à comprendre, mais en même temps assez compliquées à mettre en place. Par exemple, déjà, dans ton cursus d'apprentissage, je te le dis tout de suite, si tu as choisi une formation ou tu t'apprêtes à choisir une formation qui dure moins de 6 mois, pose-toi la question, est-ce que c'est suffisant? C'est important parce que là, je vais mettre vraiment un cadre. Tu vas apprendre une nouvelle compétence.
Tu vas apprendre un métier, une activité. Crois-moi, ce n'est pas en 2 mois ou en 3 mois que tu vas le faire. D'accord? C'est minimum 6 mois avec derrière une possibilité de reconduire sur 6 mois suivants, ainsi de suite, parce que on est sur quelque chose qui est évolutif, que ce soit en termes de marché, le marché, les différentes thématiques et marchés évoluent, mais ceci aussi en termes d'apprentissage. Il y a tellement de choses à apprendre dans le savoir-être que voilà, ça ne s'apprend pas en 1, 2, 3 mois. Cependant, qu'est-ce que tu dois faire pendant ta formation de closing? La première chose à faire, c'est de ne pas rester statique. Autrement dit, d'être en mouvement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, alors oui, tu assistes au coaching de groupe. Dans ta formation, tu peux avoir 2, 3, 4 coachings de groupe par semaine. Tu peux avoir des coachings individuels si tu es bloqué. Bref, tu peux avoir tout ce que tu as. C'est bien. Mais c'est jamais suffisant si tu veux avoir les résultats que tu vas avoir. Si tu te bases uniquement sur ce que tu es dans le déni en quelque sorte. Tu es vraiment dans le monde des bisounours. C'est pas suffisant. Si tu veux aller chercher le next level, tu te dois de commencer à prendre les devants dans ta vie entrepreneuriale. Ne te base pas uniquement sur ce que tu as, va chercher plus. Ça veut dire quoi? Donc si tu te lances, tu es en reconversion professionnelle, tu as pris une formation de closing, tu vas te former, commence à implémenter ce que tu es en train d'apprendre avec ta propre famille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce que tu vas apprendre dans l'art du questionnement, dans la posture, dans l'état d'esprit, dans le mindset, dans des outils de communication que tu vas apprendre, commence à les implémenter avec la personne avec qui tu partages ta vie. Si tu partages ta vie avec personne, ta famille, ton entourage, frères et sœurs. Si tu n'as pas de frères et sœurs, ton voisin, ta voisine. Si tu n'as pas de voisin, voisine, ton ami, ton pote d'enfance ou ta pote d'enfance. Bref, tu dois commencer à être dans cette mise en pratique quotidienne de ce que tu vas apprendre pour pouvoir avancer le plus rapidement possible. Donc, si je dois mettre en 1, c'est la pratique. Comment tu pratiques ce que tu apprends avec ta famille? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Comment tu mets en place ça dans ta vie? Ah, écoute, c'est très très simple. Moi, je vais te donner un exemple que je dis très souvent. Moi, quand j'ai appris l'art du questionnement, la première chose qu'on m'a appris, c'est de ne jamais répondre à une question directement. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? On m'a dit de répondre par une question. Donc, tu réponds à une question par une question. Mon épouse vient me dire, Rachid, s'il te plaît, est-ce que ce soir tu peux étendre le linge? Avant, je disais tout le temps oui. Et depuis que j'ai commencé ce cursus d'apprentissage, je disais, alors juste pour comprendre, qu'est-ce qui fait que tu veux que ce soir, moi, j'étende le linge? Tu vois? J'ai répondu à une question. Donc elle me dit, parce que je suis fatigué, j'ai les enfants, ils m'ont épuisé, etc. Ok. Et donc, juste pour mieux comprendre, aujourd'hui, c'est parce que tu es fatigué, c'est pour ça que tu me demandes de faire ça. Oui. Ok, super, je vais le faire. Tu vois, mais j'ai développé cet art du questionnement. Bon, aujourd'hui, petite parenthèse à vous, messieurs ou mesdames, si vous faites ça, moi aujourd'hui, mon épouse, dès on se parle même plus, quand elle veut me dire quelque chose, elle sait que je vais répondre par une question, elle me fait ça. Tu vois, voilà, bon, petite parenthèse, mais tu peux t'entraîner avec tes enfants. Tes enfants, ils viennent, alors les gars, alors mes enfants, comment s'est passée votre journée aujourd'hui? C'est passé comme ça. Ah, qu'est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Quand tu me dis ça veut dire quoi exactement? Hein. Qu'est-ce que tu as ressenti? C'était comment? Donc tu commences à creuser dans ton art du questionnement, tu commences à rebondir déjà avec les gens que tu aimes avant d'être au téléphone ou en visio avec des vrais prospects, tu vois. Et ton art du questionnement, c'est quoi les clés très rapides là qu'on pourrait retenir? Là, il y a des questions ouvertes, il y a des émotions et des choses comme ça. Ouais, on va pas répondre, Ouais, on va pas ouais, revenir sur les choses basiques, questions ouvertes, non ouais. pas questions fermées, etc. Moi, ce que j'aime souvent partager, c'est d'être dans l'écoute active. Enfin, l'écoute active, c'est très important. C'est pas pour rien qu'on a deux oreilles et une bouche. C'est pour écouter 2 fois plus que ce qu'on doit parler. Et quand quand je débriefe des appels et que je vois que le prospect n'a pas fini de parler, que le closer commence à poser sa question, en fait, ça veut dire quoi tout ça quand on analyse? Ça veut dire que le closer n'est pas en écoute et pendant que le prospect parle, il est en train de réfléchir à sa question. Imagine-toi la scène. Ça veut dire que le closer n'est pas en écoute active, mais qu'il est en train, pendant que le prospect parle, il est en train de réfléchir à la question. Donc il n'est pas en écoute active et il ne peut même pas rebondir, il est complètement à l'ouest. Autrement dit, il y a un sentiment qui va se créer dans l'appel de je ne suis pas compris, je ne suis pas écouté. Alors que la base d'un appel, c'est d'être écouté et d'être compris. Donc, moi, je pense que l'art du questionnement te permet de rebondir en étant attaché à l'écoute active et non pas de rebondir en étant déconnecté de l'écoute active. Tu vois. Ok. Et tu dois aussi avoir cette posture de je ne sais pas ce que je ne sais pas, tu vois. Je ne sais rien du tout en fait. Quand je démarre un appel, j'ai l'impression que moi je suis
le plus petit, le plus petit maillon de la chaîne. Je ne sais absolument rien. Tu sais, c'est l'art socratique. Tu vois, je suis le plus débile et je suis le plus con de la salle. Je pose des questions, même si la réponse elle est basique, mais je la pose quand même pour la faire verbaliser. Parce en la faisant verbaliser, je peux rebondir et aller sur le niveau 2, niveau 3, niveau 4 dans le questionnement. Mais si je passe directement au niveau 4 et que je n'ai pas justifié le niveau 1, 2, 3, 4, bah, j'ai fait des suppositions. Et dans un appel de qualification ou de closing, zéro supposition, zéro jugement. Je pose des questions, je ne sais pas ce que je ne sais pas, et j'apprends avec le temps. Tu vois, dans l'appel, je découvre des choses et je dois oser rebondir et aller sur des sphères parfois qui sont un peu privées, mais tu dois oser le faire. Ok, donc étape 1, travailler l'art du questionnement, mettre en pratique dans sa vie tous La les jours. pratique, la pratique. Ok. Quand je dis l'art du questionnement, ça peut être aussi des tips que tu apprends au niveau mindset, tu vois. Je sais pas, moi, si tu apprends, à travailler sur tes propres croyances limitantes, ok, commence à les travailler. N'attends pas d'être dans le game pour commencer à mettre en pratique. Voilà, en fait, si tu dois résumer ce premier point, c'est beaucoup attendent leurs premiers appels pour être dans le game. Moi, je vous dis, commencez à pratiquer avant d'être dans le game. Il est mieux de prendre des murs et de se prendre des high kicks et des crochets droits dans la tête à l'entraînement plutôt qu'en match. Donc, pratiquez. Ça, c'est le premier vraiment gros conseil. N'attends pas d'être dans le game pour mettre en pratique ce que tu connais. Mets-le en pratique déjà avec ton entourage, tes proches, etc. et avance. Premier gros conseil. Le deuxième. Le deuxième, c'est quelque chose qui ne va pas te plaire. Ça, c'est sûr, tu vois. Mais je vais quand même te le dire. C'est de ne pas rester dans ton coin quand tu as des questions. Tu vois, je t'ai dit quelque chose de très très simple et qui ne va pas te plaire. Pourquoi je te partage ça? Parce que parfois, tu as des questions. Tu penses que c'est des questions bêtes. Tu n'oses pas lever la main parce que soit le groupe, ils sont, selon toi, plus avancés, soit le groupe, il est trop nombreux et tu n'oses pas poser ta question, soit, je sais pas, tu n'as juste pas envie de poser la question parce que tu penses que tu pourras trouver la réponse tout seul. Bah, dans ces trois situations-là, que ce soit le groupe qui est avancé et donc que tu n'oses pas, que ce soit le groupe qui est trop rempli et que tu n'oses pas, ou que ce soit toi qui te dis je trouverai la réponse tout seul, il y a une forme de je ne sais pas prendre de décision. Et dans je ne sais pas prendre des décisions, c'est comment je ne sais pas prendre des décisions et je suis en train de me former à aider les gens à prendre une bonne décision. Il y a quelque chose d'incohérent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce deuxième, il y a un mot que tu dois retenir qui est le mot oser. Il y a des chansons qui sont sorties sur ça, il y a des films qui sont sortis sur ça, il y a énormément de choses. Mais pourquoi je te partage ça? Tu as investi, tu veux accélérer, tu as payé dans un accompagnement qui va te permettre d'accélérer. Tu te dois d'oser lever la main. Il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a pas de questions débutantes, il n'y a que des bonnes questions. Et souviens-toi ce que je t'ai dit juste dans le point 1, dans la pratique, quand je t'ai détaillé un petit peu plus la pratique, je t'ai dit zéro supposition et zéro jugement. Ben ça doit être la devise de toutes les formations en closing. Tu poses une question, je fais zéro supposition, je fais zéro jugement. Je t'écoute et je te réponds. Et si je n'ai pas la réponse, je te demanderai un temps pour que je puisse trouver la réponse. Parce que personne est Larousse. On n'est pas tous des dictionnaires, on ne maîtrise pas tout, on apprend dans le temps. Donc, oser, c'est te sortir de cette situation inconfortable. Supposons que tu es dans un groupe qui est trop nombreux. Ça arrive. Hein. Aujourd'hui, moi, je connais des formations de closing qui sont 80 dans les salles. C'est impressionnant. Ouais, formation CPF, ouais, bref. Supposons que tu es 80 dans la salle, tu n'oses pas poser la question. Tu n'oses pas poser la question parce que tu as peur du regard des autres. Alors, si toi, tu as peur du regard des autres, comment tu veux closer une personne qui a peur du regard de son conjoint? Comment tu veux closer une personne, par la suite, qui a peur du regard de sa famille? Si toi-même, en fait, tu es dans cette peur du regard, comment tu veux aider des gens? Donc, tu dois, en même temps que la pratique, oser dans le but de te débarrasser, en fait. Tu dois te débarrasser en même temps de tes croyances limitantes. Tu sors de ta zone de confort, je passe à l'action, je pose ma question devant 80 personnes. Et je m'en fiche complet. Dans ma première formation, j'ai demandé à mon mentor, hey, je veux que tu débriefes un appel devant tout le monde. Il a débriefé un de mes appels devant tout le monde. J'ai reçu des claques comme pas possible.
mais ça a été le début de quelque chose. Tu vois? Tu es dans une salle où, coaching de groupe, où forcément ils ne sont pas trop nombreux, mais tu sens que le niveau il est avancé par rapport à toi, tu n'oses pas poser des questions. Ça veut dire quoi? Donc, tu as la peur de déranger. Tu as la peur de la critique, hein, ou tu as ce manque de confiance en toi. Mais dans ces trois cas, si tu oses, tu peux te débarrasser. Comment tu peux aider une personne qui a un manque de confiance en elle si toi-même, tu n'as même pas confiance en toi pour poser des questions dans un groupe avancé? Comment tu peux aider une personne qui a la peur de déranger, la peur de passer à l'action si toi-même, en fait, tu n'es même pas prêt à lever la main pour poser une question devant un groupe qui, selon toi, est plus avancé? Encore une fois, c'est parce que tu fais des suppositions. Tu vois? Mais c'est juste peut-être que le groupe n'est pas forcément avancé par rapport à toi, mais qu'eux osent poser des questions que toi, tu n'oses pas. Tu vois? C'est très simple. On rajoute un R ici. Content? C'est bon, on est en règle, on peut avancer. On est en règle? Oh, ok. Parce que de toute façon, moi, je sais compter, mais je suis nul en orthographe. Par contre, les chiffres, je maîtrise. Le 3, qui, selon moi, aujourd'hui, est le plus important, c'est dans des formations, parfois, on te promet une mise en relation. Je pense que ça va te parler, ça. On te promet une mise en relation avec un infopreneur. Cette promesse, elle n'est pas contractualisée. Dans 99% des cas, cette promesse n'est pas contractualisée. Et donc, ça ne devient pas une promesse, ça devient une possibilité. Parce qu'une promesse qui est contractualisée, normalement, elle doit être tenue. Même si, bien sûr, je suis tombé moi-même dans ce cas-là, où j'ai investi il y a 5 ans, et la promesse était contractualisée pour un accompagnement à 8 000 € et je ne l'ai pas eu. Je ne l'ai pas eu du tout, tu vois, donc ça peut arriver. Donc, en tout cas, cette promesse, si elle n'est pas contractualisée, ça devient une option, ça devient une possibilité. Moi, ce que j'aimerais te partager, peu importe où tu investis, peu importe avec qui tu investis, peu importe si elle est contractualisée ou pas, tu la mets de côté, tu t'en fiches complet et tu vas aller chercher tes propres contrats. Je mets contrat CT. CT, ça veut dire contrat. Tu vas aller chercher tes propres contrats. Ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà, d'une part, tu ne vas pas attendre la fin de ta formation pour aller chercher un partenaire. Déjà. Hein, c'est tu dois passer à l'action au bout de 3 mois. C'est bon, tu commences à maîtriser un petit peu les bases solides. Tu vas aller te présenter. Tu fais une vidéo de présentation. Je te recommande vraiment de faire une vidéo de présentation. Bonjour, je me permets de faire cette vidéo de présentation pour postuler au poste de closer que vous avez proposé, que j'ai vu sur les réseaux sociaux. Donc juste pour me présenter, je m'appelle Rachid Akbal, je suis débutant, je viens à peine et je suis encore en cursus d'apprentissage, je me suis lancé dans le closing et je suis en cursus d'apprentissage et je n'ai pas d'expérience, cependant j'ai la faim d'apprendre, j'aimerais découvrir votre univers à votre côté et je suis ouvert pour un entretien. Je suis formé chez un tel, un tel, un tel. Vous pouvez effectivement prendre des nouvelles de ma motivation auprès d'eux si vous voulez. Je reste à votre disposition et je fais une vidéo en fait de présentation. Je suis débutant. J'ai un CV dans le closing qui est vierge et je peux partager effectivement pourquoi je me suis lancé dans le closing. Alors, le closing, pourquoi le closing? Parce que ça. Je peux partager mes ambitions avec le closing. Je me suis lancé parce que j'ai envie d'atteindre ABCD. Je peux partager dans la même vidéo ce que toi tu peux apporter à cette entreprise. Supposons que c'est une entreprise de coaching. J'ai vu et j'ai recherché, j'ai vu sur internet que vous étiez créé depuis 2021. Aujourd'hui, nous sommes en 2025. J'ai à cœur de vous aider dans votre croissance, de passer effectivement, de mettre mon temps et mon énergie à vos côtés pour vous permettre d'aller chercher le palier supplémentaire, le palier suivant du million ou du 2 millions si tu as des informations sur l'entreprise, de personnaliser en fait qu'est-ce que toi tu peux apporter. Je suis de nature à ouvrir mon agenda également le week-end en cas de nécessité, en cas d'opération marketing forte, je suis prêt effectivement à donner plus de disponibilité. Tu vois, tu vas marquer un petit peu le coup sur le niveau dispo par rapport à tes concurrents. Montre qui tu es, ton énergie, fais une vidéo. N'attends pas que tu termines les 6 mois pour commencer à te lancer, mais fais preuve d'anticipation, de motivation. Fais une vidéo et tu cartonnes. Tu vas sur LinkedIn, tu
envoie tout ça à tous les CEO entreprises coaching, entreprises de offre premium, toutes les personnes qui partagent du contenu sur les réseaux sociaux et que tu sais que tu les as vus sur la publicité Meta, YouTube, etc. Tu recherches le réseau social et tu leur envoies un message sur Insta avec une vidéo de présentation. Si ce n'est pas eux qui s'occupent de ça, crois-moi qu'ils vont juste transmettre ta vidéo à leur head of sales, à leur manager, à la personne qui s'occupe du recrutement. Mais ta vidéo, elle ne passera pas inaperçue. Tu vois? Mais tu dois oser le faire et balancer tout ça, shooter ça sur les réseaux sociaux sans gêne. Tu cherches les gens et tu envoies. Et ce conseil que je viens de t'apporter, personne ne me l'a donné. Mais c'est comme ça que j'ai eu mes premiers partenaires. C'est comme ça, on m'avait fait une promesse, j'ai pas eu, j'ai fait une vidéo, j'ai montré ma dalle, j'ai montré mon ambition, j'ai montré mon engagement et je l'ai envoyé et bah, ça a pris. Et du coup, bah, j'ai été dans un process de recrutement où on était 20 ou 30. Ensuite, on était 15, ensuite on était 12, ensuite on était 3. Mais je suis resté jusqu'au bout. Mais si j'aurais pas fait ça, aujourd'hui, j'aurais pas eu cette chance d'avoir une première expérience, puis une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième. N'attends pas. Fonce, va chercher ce que tu mérites d'avoir. Tu vois. Encore une fois, si tu crois que c'est un coup de baguette magique, tu te trompes. On a créé effectivement un module spécifique dans le programme sur comment justement les personnes peuvent aller chercher leur première mission avec des messages types à envoyer, avec Ouais. le format d'une vidéo complète et impactante, avec ma propre vidéo à moi en test et la conversation que j'ai eue avec plusieurs partenaires grâce à cette vidéo. Et en fait, elle est basée sur des neurosciences, la vidéo. Tu vois, autant le closing, la trame est basée sur des neurosciences, autant quand tu fais du recrutement, c'est basé sur de la neuroscience, tu vois. Donc, tu dois être dans la force de proposition, c'est-à-dire proposer ton aide aux entreprises, qu'elles soient en recherche ou pas, tu vois. Peut-être que tu t'envoies à 50 ou 100 personnes sur LinkedIn ou sur les réseaux sociaux, peut-être qu'il y a sur ces 100, il y a 20 personnes qui sont en recherche, mais il y a 20 personnes qui sont pas encore en recherche, mais qui ont réfléchi à aller rechercher. Donc du coup, au lieu de t'adresser à 20 personnes, en fait, tu vas t'adresser à 40. Tu vois. Donc il faut vraiment que tu sois dans la créativité. N'attends pas, fonce, mais n'attends surtout pas la fin des 6 mois ou des 8 mois ou des 10 mois d'accompagnement. Dès le deuxième, troisième mois, bombarde. Bombarde, envoie des vidéos, envoie des messages types, échange avec des gens, fais des rendez-vous, tu vas monter aussi en expérience. Et surtout, 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 le bonus dans tout ça, qui est vraiment important, ça, tu ne dois pas mentir. Quand tu fais ta présentation, reste honnête, respecte-toi. Reste honnête et respecte-toi. C'est vraiment la chose la plus importante. Pourquoi? Parce que on sort jamais du ventre de nos mères en étant des closers top performers. D'accord? Autrement dit, on est tous des bébés à quelque part, on grandit. Et aujourd'hui, si tu es un baby closer, accepte-le. Ne mens pas dans tes vidéos. Par contre, ton énergie, ton ambition, ta volonté de percer et d'avancer doit être ressentie dans tes recherches. Et tu verras que tu vas tomber sur des infopreneurs, sur des entrepreneurs qui vont être sensibles à ton énergie, vont être sensibles à tes valeurs, à ta personnalité, à ta sincérité. Et c'est ces personnes-là qui vont te donner cette chance d'aller faire tes premiers calls et ensuite de pouvoir grandir dans les échelons. Peut-être que cette même personne, tu seras manager chez elle dans 1 an ou 2 ans ou 3 ans, peut-être même head of sales dans 5 ans ou dans 3 ans. Tout est possible. Mais tout commence par ne pas mentir, être dans l'action, oser et pratiquer. Je ne peux pas t'en dire plus sur ce sujet, à part vraiment se condenser en 1, 2, 3 et 4 mots, si on peut dire ça, ou 4 phrases. Comme je t'ai dit au début de la vidéo, c'est des choses qui sont assez simples, mais qui sont parfois très compliquées à mettre en place. Parce que pratiquer, ouais, je te le dis, mais est-ce que tu le fais? Quand tu fais tes appels, même si par exemple tu es en binôme avec un autre élève et que tu fais un jeu de rôle avec lui, est-ce que tu t'es déjà réécouté? C'est simple, mais est-ce que tu l'as fait? Oser, on dit souvent, ok, mais combien de fois tu t'es senti dans une posture où tu avais une question à poser, mais tu t'es dit, vas-y, je la poserai tout à l'heure, mais en fait, tout à l'heure, tu ne l'as jamais posée. Combien de fois? Chercher tes propres contrats. Ben non, en fait, j'ai une promesse, j'attends la fin. Et à la fin, ben, il n'y a rien. Qu'est-ce qui se passe? C'est toi qui es perdant. Sois dans l'anticipation, la proactivité. Va chercher tes propres deals.
et ne pas mentir, c'est la base. Si tu commences à mentir, ne t'étonne pas que tu aies des prospects qui mentent. D'ailleurs, juste une petite phrase punchline pour la fin. Sache que tu peux mentir à tout le monde une fois, mais tu ne peux pas mentir tout le temps à tout le monde. Donc évite ça, c'est pas compatible avec le métier. Et il y a une différence entre embellir et mentir. Tu as le droit d'embellir, mais tu n'as pas le droit de mentir. Maintenant que tu as vu dans cette étape précédente la chose la plus importante à faire aussi pendant ton cursus d'apprentissage qui est d'aller chercher un partenaire, l'étape suivante c'est comment je vais mettre en place les choses, qu'est-ce que je dois faire pour aller chercher un ou plusieurs partenaires. Et donc là, c'est ce qu'on va voir dans cette prochaine étape, une structure complète qui va t'aider à aller décrocher un partenariat. Comment trouver un partenaire quand tu te lances dans le métier du closing, dans ce milieu-là, et que tu es en période de formation ou que tu viens de finir ta formation et que tu es toujours sans partenaire parce que dans ta formation, peut-être qu'on t'a pas appris à aller décrocher des partenaires ou peut-être qu'on t'avait fait une fausse promesse, on t'avait dit qu'on allait te mettre en relation et qu'on l'a pas fait. Bref, c'est pas le but de cette vidéo. Donc ici, on va rentrer un petit peu sur comment tu peux trouver un partenaire. Déjà, avant même de répondre à la question comment, c'est qu'est-ce que le partenaire recherche. Le partenaire, généralement, quelqu'un qui recherche un closer, il recherche un closer qui est généralement compétent. Donc compétent, ça veut dire qui a déjà eu de l'expérience, qui a des statistiques de performance déjà validées et qui a la dalle, qui a une bonne énergie, qui a vraiment envie d'avancer. Mais généralement, quand tu sors de l'école de closing, tu n'as ni expérience, la dalle peut-être que tu l'as, et tu n'as pas de statistiques, tu n'as pas de stade de performance. Donc du coup, ici, ça pose un vrai problème de te dire aujourd'hui, en fait, je suis débutant, comment je vais faire? Et donc en fait, là, tu vas te baser sur le troisième pilier qui est ta détermination. Et comment on va faire? Eh bien, tu vas devoir faire ce qu'on appelle une vidéo de présentation. Et donc dans cette vidéo de présentation, tu dois respecter une chronologie de certaines choses, de certains propos, de certains éléments qui sont importants que tu dises dans ta vidéo pour que le partenaire commence à regarder ça et que ça lui donne envie de prendre contact avec toi et de te proposer un rendez-vous. Donc, les différents éléments. Premièrement, nom, prénom. Alors, je le mets même si normalement je ne dois pas le mettre parce que moi, je suis Head of Sales et je recrute aussi de temps en temps des closers. Et quand je reçois une vidéo, on me dit « Yes, salut, je t'envoie cette vidéo parce que je… » C'est quoi ton nom, ton prénom? Pas de présentation, etc. Je ne suis pas censé savoir. Même si tu me l'envoies sur Instagram, mais sur Instagram, il y a marqué Closer Pro, il n'y a pas ton prénom, ça ne marche pas. Donc, commence toujours vraiment par te présenter. Ton prénom et ton nom, ton prénom, c'est la chose la plus importante. Surtout le prénom, parce que si normalement, tu connais un petit peu la partie psychologie humaine, l'être humain adore qu'on l'appelle par son prénom. Donc, ton prospect, dans tes appels, tu vas devoir l'appeler par son prénom. Donc, c'est normal que au moins, que tu aies cette capacité à toi me donner ton prénom. La deuxième chose, c'est… Alors, pourquoi l'entreprise? Hop, le E ici barré, ça veut dire l'entreprise. Pourquoi cette entreprise? Je me permets de vous envoyer cette vidéo, je me permets de t'envoyer cette vidéo parce que j'ai effectivement pris connaissance sur le fait que vous recrutez un closer. Je me suis longtemps documenté sur votre entreprise. J'ai vu que vous faites ça. J'ai vu cette vidéo qui est sortie à telle date sur YouTube qui parlait de ça. Ça m'a vraiment impacté, ça m'a touché. J'ai aimé l'énergie dans la vidéo. J'ai aimé les commentaires aussi que vous avez vus. La dernière fois, il y a un mec, le dernier commentaire aussi de Patricia sur la vidéo du 14 juillet qui était vraiment pas mal. Je partage complètement son point de vue. Voilà, donc je me permets de contacter parce que j'aime l'énergie de l'entreprise, j'aime la vision et la mission dans laquelle vous allez. Et comme vous recherchez un closer et que je suis formé par XYZ, tu peux aussi le dire à ce moment-là, attention, ne dis surtout pas, je suis certifié. S'il te plaît, pas de certification, on la met de côté. J'ai été formé par telle personne dans le milieu du closing et je pense aujourd'hui fortement que je peux contribuer à la croissance de votre entreprise. Donc là, pourquoi tu as choisi l'entreprise? Derrière, c'est qu'est-ce que tu peux lui apporter. Donc là, qu'est-ce que tu peux apporter à l'entreprise? L'aider à accroître son chiffre d'affaires, l'aider à avoir plus de clients heureux, satisfaits,
Parce que ben, quand tu fais rentrer une personne dans un programme, tu es au début de son process de transformation. Quand tu es sûr et certain, attention, n'oublie pas ce que je t'ai dit, il faut être sûr et certain que l'offre que tu vas proposer, elle est béton. Bah derrière, en fait, tu fais rentrer des gens avec le grand sourire. Avec l'offre, ils continuent à avoir le grand sourire. Quand ils terminent, ils ont toujours le grand sourire. Donc, grande satisfaction. Autrement dit, tu vas contribuer à la croissance de l'entreprise. Tu vas être dans la force de proposition. Donc, si je reprends un petit peu mon exemple, c'est euh, je serais ravi de pouvoir contribuer au développement de la croissance de ton entreprise. Je suis aussi quelqu'un qui est force de proposition, c'est-à-dire que j'aime partager des idées. Je ne suis pas juste là pour prendre des appels et remplir mon CRM, mais je suis aussi là pour faire des remontées au marketing pour pouvoir améliorer la qualité des leads et aussi faire force de proposition pour améliorer les process pour qu'on puisse gagner du temps tous ensemble et en allant tous dans la même direction qui est la réussite entrepreneuriale, tout en respectant nos valeurs et la satisfaction client. Et là aussi, tu dois personnaliser avec les valeurs de l'entreprise. Supposons que tu as regardé une vidéo sur YouTube du pourquoi justement tu as postulé. Euh, Tu dois capter les valeurs du chef d'entreprise et tu peux personnaliser. Donc, nom, prénom, pourquoi je choisis cette entreprise, qu'est-ce que tu peux lui apporter, donc croissance, force de proposition, plus de disponibilité en ouvrant ton calendrier aussi, ça c'est un argument que tu peux ajouter dans ta vidéo, d'accord? Et à la fin, toujours, donc c'est proposition de rendez-vous. C'est contradictoire ce que je vais dire, mais tu verras que c'est intéressant. Généralement, tu fais une vidéo, à la fin, j'ai jamais entendu, si une fois il y a un gars qui m'a envoyé une vidéo et ça m'avait bien plu, ça m'avait marqué. À la fin, il m'a dit, alors, moi je suis disponible tous les jours, de telle heure à telle heure et de telle heure à telle heure. N'hésite pas, tu peux me contacter et on peut échanger sur ma candidature. Et il m'a dit, et pour te faciliter, je t'ai même mis mon lien Calendly. Tu vois? Là, il a été dans force de proposition. Il a été dans l'audace. Il m'a même mis son lien Calendly. Bah, crois-moi que j'ai cliqué sur son lien Calendly, j'ai pris un rendez-vous avec lui. Tu vois? Donc, fais des choses que les autres ne font pas. Fais une petite vidéo de présentation. Alors, la durée ici, généralement, une vidéo comme ça dure entre 2 et 4 minutes. Tu vois? Évite de faire des vidéos de plus de 5, 10, 15 minutes. Entre 2 et 4 minutes, tu peux très bien faire une vidéo facecam ou devant ton écran avec Loom. Avec Loom, donc si tu connais pas Loom, c'est une extension, une application que tu peux télécharger pour filmer ton écran et ta voix en même temps. C'est gratuit. Tu as jusqu'à faire des vidéos de 5 minutes gratuitement. Donc 2-4 minutes, ça rentre bien. Tu fais. Une fois que ta vidéo elle est faite, derrière, c'est ce qu'on appelle l'envoi en masse. Donc tu te doutes bien que quand je dis envoi en masse, c'est que tu fasses autant de vidéos qu'à qui tu vas l'envoyer. Si tu as fait une vidéo pour une entreprise de dev perso, bah, envoyer en masse, tu vas envoyer sur son compte LinkedIn, tu vas l'envoyer sur son compte Insta et tu vas l'envoyer sur son compte Facebook. Donc là, c'est en privé. Et ici, il y a une question que tu te poses. Je ne sais pas trop si j'envoie sur son compte privé LinkedIn, sur son DM Insta et sur son compte Facebook à ce CEO. Bah non, parce que tu vas tout simplement dire, pour LinkedIn, bonjour Achille, j'espère retrouver en pleine forme. J'ai pris connaissance que vous recrutez. Je me permets de vous envoyer ma candidature sous forme de vidéo de présentation. Voici la vidéo. Sur Instagram et sur Facebook, re-salut Rachid, je ne sais pas quel est ton réseau favori. Donc du coup, je me suis permis, pour multiplier les chances de mon côté d'avoir ma vidéo qui soit vue, de te l'envoyer aussi sur Instagram. Bonjour Rachid, je t'ai envoyé ma vidéo sur Facebook, sur Instagram et sur LinkedIn, mais je ne sais pas si tu es plus présent sur Facebook que sur les deux autres réseaux sociaux. Je me permets aussi de faire un triplon et de te l'envoyer sur Facebook. Sois dans l'audace. N'aie pas de gêne. Ne sois pas dans j'ai peur que. Non, il n'y a pas de peur. Tu as fait ta vidéo, tu as personnalisé une vidéo de 2-4 minutes pour une entreprise, tu vas pas l'envoyer une fois, tu l'envoies 3 fois. Et encore, si elle a un site internet avec un onglet postuler, même là, je le mettrai. Tu vois? Donc, une fois que j'ai fait ça, eh bien, je vais chercher toutes les entreprises qui recrutent, avec lesquelles je suis intéressé, et je vais faire la même chose et je renvoie. Maintenant, il y a un prérequis à tout ça, qu'on aurait pu même mettre au tout début, c'est choisir sa thématique. Et là, c'est quelque chose qui est important quand même. Avant même de faire des vidéos de présentation, avant même de postuler, tu dois te poser la question,
quelles sont les thématiques pour lesquelles je peux closer, quelles sont les thématiques pour lesquelles je ne peux pas closer. Je te donne un exemple. Moi, personnellement, aujourd'hui, pour l'immobilier, je ne peux pas closer. Pourquoi? Parce que il y a effectivement ce qu'on appelle les demandes de prêt. C'est pas aligné avec mes valeurs. Les prêts bancaires, taux d'intérêt, etc. C'est pas aligné avec mes valeurs. Il y a par exemple la thématique de la perte de poids. Aujourd'hui, je ne peux pas aujourd'hui aider des personnes à perdre du poids alors que je suis moi-même en période de perte de poids. Je ne suis pas légitime. Il y a pas de congruence. Donc il y a des thématiques que je ne peux pas ou je ne peux pas closer. Récemment, j'ai parlé avec une personne effectivement qui était hypersensible et qui était dans la dépendance affective. Elle me dit, moi, je peux pas closer dans tous le dev perso lié à l'hypersensibilité parce que j'ai pas encore réglé ce problème-là. Je suis pas légitime. Donc, quand tu te sens pas légitime à proposer quelque chose, c'est pas une thématique qui va te correspondre. Pose-toi bien les bonnes questions. Pourquoi c'est important? Parce que l'objectif, c'est que tu prennes un partenaire et que tu dures dans le temps. C'est pas que tu fasses juste des 3 mois par-ci, 3 mois par-là, 6 mois par-ci, 6 mois par-là. Non. Donc, choisis bien ta thématique, liste les domaines dans lesquels tu te sentirais le plus à l'aise à closer, fais tes recherches, fais tes vidéos, bombarde, et tu verras que c'est la loi des nombres. Sur 10, 15, 20 vidéos envoyées, tu vas sûrement avoir des gens qui vont répondre. Surtout que généralement, les head of sales sont super débordés. C'est pour ça que je t'invite vraiment en fait à les contacter un peu de partout. Moi, ça m'est arrivé. Les personnes qui m'ont contacté sur Instagram, j'ai pas ouvert et qui en fait, j'ai vu leur DM sur Instagram, mais uniquement 2, 3 mois après, parce que c'est tombé dans les spams ou autre chose. Alors que ces gens-là, s'ils m'auraient contacté sur LinkedIn ou sur Facebook, peut-être que je l'aurais vu plus tôt. Derrière, une fois que tu as envoyé en masse, c'est le même process que ce que tu as appris en closing. C'est-à-dire que tu vas faire un process de follow-up. Salut Rachid, j'espère que tu vas bien. Je me permets de te relancer au sujet de ma candidature. Est-ce que tu as eu le temps de la regarder? Tu vois? PS, je me permets de te renvoyer le lien. Hop, comme ça évite qu'il aille regarder plus haut. Il peut cliquer. Faciliter le travail des personnes qui vont ouvrir. Après, je pense que si tu fais l'envoi des 3, plus tu fais 1, 2, 3 follow-up, normalement, tu vas avoir un retour, qu'il soit positif ou négatif. Si tu n'as pas de retour, à la limite, là, tu peux arrêter. Pendant l'entretien, tu vas échanger. Dis-toi que c'est un appel de qualif, où le closer, c'est le head of sales. Il va te poser des questions pour comprendre ta situation, voir où est-ce que tu en es et vers où tu veux aller. Regarde bien. Dans les appels de qualif, toutes les personnes qui sont en transparence, dans la transparence et dans la sincérité, c'est eux que tu closes le plus facilement. Pourquoi? Parce que le prospect est ouvert. Dans l'entretien, tu dois vraiment être ouvert. Dans un entretien avec ton head of sales ou avec le responsable d'entreprise qui va voir ce que ça va matcher entre toi et lui pour que tu puisses démarrer cette mission de closing, tu dois être dans la transparence. Ne garde rien pour toi, sois toi-même. N'essaie pas de t'inventer une vie. Et surtout, ne sois pas dans le mensonge. Pourquoi? Parce que c'est une relation long terme. Donc une relation long terme a besoin de bases saines, solides et transparentes dès le départ. Donc dans un entretien, on va te poser des questions, sois pas dans la gêne d'y répondre en profondeur, vas-y, donne des informations, dis qui tu es. Tu peux même dire tes défauts, tes qualités, c'est important que tu sois toi-même et n'essaie pas de mener le meilleur entretien de ta vie pour dire à ton head of sales que tu es le meilleur humain sur Terre, alors qu'en fait, 3 jours après, ça va se savoir. Il y a énormément de tests qui vont être faits, il y a énormément de débriefs d'appels qui vont être faits. On va savoir en fait le vrai visage de la personne, on va le connaître, on va le savoir et c'est juste une perte de temps en fait. Donc évitez de perdre du temps, soyez vraiment vous-même, répondez aux questions. Dans les entretiens d'embauche, généralement, il y a ce qu'on appelle des questions pièges et c'est complètement OK de tomber dans le piège. Hein. Ne faites pas ceux qui veulent absolument pas tomber dans le piège parce que si tu tombes pas dans le piège, tu tombes dans le mensonge et si tu tombes dans le mensonge, tu es tombé dans le piège. Donc bon, normalement, j'ai pas le droit de te dire ça, mais je vais te le dire clairement. Si tu sens qu'il y a des questions pièges, c'est la vérité, tombe dans le piège, c'est OK. C'est quoi Ok. les questions pièges que tu poses, Non, toi? je peux pas le dire. Ok. Non. M'en Ok. demande pas trop, Baptiste. Ok. Insistez en commentaire et peut-être que j'arriverai à le faire craquer. Dites-nous si vous voulez connaître les questions pièges de Rachid. C'est le head of sales ou si l'entreprise n'a pas de head of sales, ça peut être un manager. S'il n'a pas de manager, ça peut être la figure d'autorité directement. Tu lui fais une vente. Tu Ouais. lui fais découverte, pourquoi il cherche des Découverte, closers. échange, il y a un premier entretien généralement qui a lieu.
qui peut durer 20-30 minutes. Et derrière, il y aura un deuxième entretien une fois que le recrutement va fermer les portes. Et où là, on va effectivement rentrer un peu plus en profondeur, te dire si tu es accepté ou si tu n'es pas accepté, le pourquoi et le comment. Et à partir de là, soit on démarre un process de onboarding, soit on garde ta candidature et on t'appelle au prochain recrutement, soit on te dit non, forcément, ta candidature, elle fait pas l'affaire et on va la mettre de côté. Généralement, dans les troisièmes cas, c'est un email qui part plutôt que de prendre le temps de la personne. Moi, j'en ai envoyé une cinquantaine. Ok. Il y a 5 ans, j'en ai envoyé une cinquantaine de vidéos Loom comme ça. J'ai listé effectivement mes thématiques. Moi, j'avais 3 thématiques à l'époque. Il y avait une thématique B2B, Ok. une thématique B2C et une autre thématique B2B, B2C. Ouais. C'était donc business coach. Moi, j'avais business coaching, j'avais développement de start-up, donc levée de fonds, et j'avais en coaching dev perso et sportif. Enfin, c'est pas sportif, c'était vraiment prise de masse. À l'époque, j'étais dans la musculation à fond, j'étais pas dans la perte de poids. Du coup, Ok. tu vois, et en fait, j'ai choisi un petit peu prise de masse et dev perso, euh, euh, levée de fonds, start-up et business coaching. Et j'ai fait, allez, je crois, 15 ou 15, 20, 15 vidéos de concurrents. Tous des concurrents, mais vraiment spécifiques. Je suis rentré, j'ai vu ce qu'ils faisaient. Parfois, il y avait certaines personnes qui avaient une chaîne YouTube, j'allais sur la chaîne YouTube. D'autres personnes qui avaient un site internet, j'allais sur le site internet. Je regardais les témoignages, etc. Je faisais ma vidéo 2-4 minutes. Je personnalisais et je bombardais. Tu vois. Et ça, en une semaine, tu les as envoyés les 50 ans. En tout cas, Ça j'espère que profiter. cette vidéo va t'aider, va te permettre de passer à l'action, hein. On n'a pas parlé d'action, mais vraiment pense à bombarder en masse, fais des vidéos de présentation, soit dans une haute énergie, soit aussi bien habillé, hein. Alors, attention, ne mets pas un costard cravate ou une robe, si tu es une femme, une robe non, normale, tu vois, mais sois présentable, ne sors pas en pyjama, envoie en masse et tu verras, tu décrocheras des premières missions, des premiers contrats et ça va être le début de quelque chose qui va te plaire. Maintenant que tu viens de voir comment on peut décrocher des rendez-vous d'entretien avec des partenaires, c'est comment négocier sa rémunération et c'est ce qu'on va voir dans cette étape. Combien tu peux gagner en tant que closer avec tout ce qui se dit et tous les pourcentages, les paliers qu'on entend. Je vais te partager la réalité parce que je suis passé de closer à manager, de manager à head of sales, de head of sales à coach en plus. Donc du coup, je vais te partager vraiment les chiffres concrets du réel et tu vas pouvoir faire une estimation de ton côté sur combien tu peux gagner en tant que closer, que tu sois lancé nouvellement ou que tu es en train de prendre la décision de te lancer dans le milieu du closing ou que tu sois déjà avancé. Ça peut t'intéresser. Reste accroché, reste jusqu'au bout, c'est parti. Rachid, Ouais. tout le monde parle d'être closer et de très bien gagner sa vie avec le closing. Sauf que pour gagner 3, 5, 7 000 ou plus tous les mois grâce au closing, il y a bien un moment où on va devoir négocier une rémunération avec nos partenaires. Ça, pas grand monde en parle, je crois. Je te propose qu'on prenne du temps pour en parler, vu que toi, tu as eu les deux côtés, tu as été closer, tu as fait des grosses factures, top performer, et maintenant tu es aussi head of sales, donc tu gères aussi la relation avec des closers. Dis-nous tout. Ouais. Alors, la partie de rémunération, c'est vrai qu'on en parle très très peu. Il y a des standards. Il y a des standards dans le marché francophone qui sont de 8, 10, 12%, 15% par palier. J'y reviendrai sur cette notion de palier. C'est des standards, hein. J'insiste là-dessus, c'est vraiment des standards. Donc ça, c'est le pourcentage de commission qu'un closer bénéficie, donc il a dès qu'il démarre une mission. Quand tu démarres une mission, tu as une période d'essai généralement de 1 mois où tu es à 8% parce que il y a un risque pour l'entrepreneur de te prendre parce que tu es débutant, il faut que tu fasses tes preuves, donc au lieu de minimiser le risque, au lieu de te donner 10%, il te donne 8%. Ensuite, le pourcentage standard, c'est 10%. Et le pourcentage avancé, quand tu fais des tâches aussi de management à l'intérieur, ça fait 12%. Et tu peux aller jusqu'à du 15%. Donc ça, c'est le pourcentage basique qui concerne les closers. Mais en fait, on va ouvrir un petit peu le débat parce que aujourd'hui, tu as aussi les business développeurs, tu as aussi les commerciaux indépendants, en fait, tu as d'autres niches qui, eux, ont des pourcentages à 30-40%. Et en fait, le closer ne comprend pas. Un closer qui se forme, il va te dire, parfois, moi j'ai eu un échange avec un nouveau closer, il me dit, ouais, mais telle personne, elle fait ça, 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 elle est payée 30%.
Ouais, donc en fait, il faut bien faire la distinction entre un closer et un business développeur ou un commercial indépendant dans le photovoltaïque ou dans autre chose. Autrement dit, un business développeur, c'est quelqu'un qui va faire le marketing et la vente, générer des prospects et faire du closing. Donc, autrement dit, il a euh, un investissement à faire en acquisition de prospects qu'un closer n'a pas. Un closer, c'est quelqu'un qui va recevoir des rendez-vous sur son agenda et faire des appels de vente, faire du setting de temps en temps, mais bon, ce n'est pas sa fonction principale. Mais c'est différent. Un closer n'a pas un investissement financier à fournir pour avoir des rendez-vous. Un business développeur va investir financièrement en campagne pub, en marketing pour générer des leads. Donc s'il est payé 30 ou 40%, c'est OK. Mais il a un investissement que toi, en tant que closer, tu n'as pas. Donc c'est pour ça que ton pourcentage, il est à 8, 10 ou 12%. C'est pareil pour un commercial indépendant dans le photovoltaïque ou dans les énergies renouvelables ou dans autre chose où on signe des gros deals à des cinquantaines ou des centaines de milliers d'euros, mais c'est aussi un apporteur d'affaires. Donc il se nomme commercial indépendant, mais l'affaire et le business, c'est lui qui est parti le décrocher. Donc il a fait toute la partie prospection. Il s'est parfois même déplacé jusqu'à sur site, ça peut être en Espagne, en Italie, en France, etc. Donc il a toutes des charges. Il a des charges de financement externe ou interne que toi, en tant que closer, tu n'as pas. Tu vois. Donc c'est pour ça que son pourcentage, il est aussi à 30-40%. Donc, il y a deux choses vraiment complètement différentes que tu dois comprendre. C'est, toi, tu es payé sur des prospects qu'on te donne, tu n'as pas à aller chercher les prospects. Donc, tout cet inconfort de prospection, toi, tu l'as pas. Donc, c'est pour ça que le pourcentage, il est plus bas. Maintenant, la question, c'est, OK, supposons que tu as fait ton mois d'essai, tu es à 8%, tu es passé à 10%. C'est qu'est-ce que tu peux faire pour négocier ta rémunération, qu'est-ce que tu dois faire pour le faire, et de quelle manière tu peux le faire. Donc, qu'est-ce que tu peux faire déjà, c'est de monter en compétence sur ton taux de closing. À partir du moment où tu as un taux de closing qui est entre 25 et 35%, voire 40%, là, tu commences à avoir un bon taux de closing. Les portes à la négociation, elles sont complètement ouvertes à ce moment-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux demander à ton infopreneur, est-ce que c'est possible d'avoir une prime? J'ai encaissé j'ai encaissé 50 000 ou 70 000 hors taxe ce mois-ci pour l'entreprise. Est-ce que c'est possible d'avoir une prime? Parce que là, voilà, j'ai évolué, j'ai cartonné. Alors, il y a deux types d'entreprises. Il y a les entreprises qui vont attendre que les closers viennent taper à la porte. Il y a les entreprises qui ne vont pas attendre et qui vont installer ce système de rémunération avec prime pour motiver les closers sans attendre. C'est plus intelligent. Mais il y a des nouvelles entreprises qui viennent d'arriver, qui ne sont pas encore dans ce stade de réflexion, soit par oubli, soit par choix. Et si c'est en tout cas le cas, quand ton taux de closing dépasse les 25, 35, 40%, les portes à la négociation pour aller chercher les primes sont ouvertes. Vas-y, vas-y, ne te sens pas gêné, ose. Et encore une fois, n'oublie pas ce que je t'ai dit, si tu te retiens de oser poser des questions ou de faire des demandes, comment tu veux closer des gens qui osent, qui sont dans la même situation que toi, c'est-à-dire qui n'osent pas. Donc maintenant, supposons que l'entreprise elle a des paliers de primes, donc à 50 000, à 70 000, à 100 000, etc. Donc tu es payé un pourcentage plus des primes. Donc, la facture elle grossit assez vite, tu vois. Donc là, tu as déjà une source de rémunération. Ensuite, bah, si tu fais 6 mois ou 1 an avec 100 000 euros encaissés stables, tu as pris les primes, tu as pris ton pourcentage, tu as pris les primes, tu as pris tes 10%, tu as pris tes pourcentages, à ce moment-là, en fait, tu peux négocier d'aller chercher le 12%. Parce que l'infopreneur, automatiquement, il sait que si tu lui proposes 12%, bah, au lieu de rester à tes 100, tu vas aller chercher 150. Et il est gagnant, complètement gagnant, tu vois. Donc, c'est par palier. Donc, 8% test, 10% c'est le taux normal, 10% plus prime. Au bout d'un moment, quand tu excelles, quand tu performes, tu peux aller chercher ton 12%. Est-ce qu'il y a des deals empoisonnés aussi sur le marché? Je m'explique. Des structures qui vont te proposer des beaux pourcentages, des conditions qui ont l'air vachement attractives, mais derrière, il y a un peu une douille derrière, tu vois. Bah, en fait, ça dépend pour qui tu closes. T'as des gens qu'on appelle les braqueurs. Je sais que je suis là pour 1 an, 2 ans, et je vais tout braquer, m'en aller, et je m'en fous complet d'arnaquer les gens ou pas. Je propose au closer 30% ou 20% ou 15%. C'est une industrie, c'est une usine, c'est un abattage, je m'en fous complet, je donne des leads à gogo, je veux que ça close.
Il n'y a pas de delivery, il n'y a rien. On fait ce gros braquage. Le closer, il sera payé à son pourcentage. Mais 1 an, 2 ans après, il y a tout qui ferme. Et la seule chose, et retiens bien ce que je veux dire, la seule chose que les clients retiennent, c'est le nom du closer. Ils retiennent effectivement l'entreprise, mais celui qui a pris le paiement, c'est le closer. Donc, limite, j'ai envie de te dire qu'ils aimeraient plus insulter le closer que l'infopreneur qui a fait ce braquage, tu vois. C'est pour ça que c'est important de choisir son partenaire, d'avoir une vision long terme, de s'intéresser au produit qui est délivré, la satisfaction client, les témoignages avant de signer un deal. Parce que tu sais, il y avait eu le sujet où il y avait des très beaux deals qui étaient proposés à des closers. Et finalement, ça posait la question de, en fait, pourquoi ton deal il est si bon que ça? Enfin, si ton deal est si bon, pourquoi en fait tu es en train de venir me débaucher ou pourquoi t'es pas déjà rempli? Et je sais pas si tu te souviens, on a eu cette discussion en off Ouais, à ouais, un moment. ouais. Peut-être ça peut Ouais, peut-être être ouais, intéressant d'en parler. on est venu effectivement débaucher les membres de l'équipe, moi aussi, en nous proposant un bon deal. Et en fait, on leur a tout simplement répondu, qu'est-ce qui fait qu'avec ce si bon deal et votre renommée, aujourd'hui, vous n'avez pas de candidature, tu vois? Et la deuxième question, c'est que j'ai posée au Head of Sales, c'est et qu'est-ce qui fait surtout que les gens qui étaient en poste, que moi je connais et qui ont leur place en fait dans le milieu du closing, qu'est-ce qui fait qu'ils sont partis? Et il n'a pas voulu me répondre. Et en fait, le delivery n'était pas là. Tu prenais des 10, 15, 20 000 euros à des personnes en closing et en fait, tu délivrais pas. Et donc, tu étais en procédure judiciaire avec beaucoup de personnes, etc. Donc, il y avait une très mauvaise image qui a été créée. Et c'est pour ça que les closers sont partis. Donc, faire très Non. attention aux deals qu'on te propose. Du coup, pour un closer, ça c'est le genre de questions qui peuvent être intéressantes à poser à un nouveau partenaire. Bah, en fait, en tant que closer, surtout débutant, t'as pas, tu pas le réflexe et encore la légitimité d'aller poser ce type de questions. Mais D'accord. par contre, tu demandes, c'est quoi le taux de satisfaction client? Ça, c'est une question qui est normale. Le taux de NPS, Ouais, la note NPS plutôt. ouais. Donc, NPS, c'est une note, Net qui est Promoter reconnue, Score. voilà, pour noter la satisfaction client. Donc retiens bien NPS, et tu demandes les témoignages clients. Vous êtes en place depuis quand? Si la personne te dit: «Moi, j'ai mon entreprise depuis 2 ans, j'ai accompagné 500 personnes et j'ai 2 témoignages», il y a un problème. J'ai créé mon accompagnement il y a 6 mois, j'ai 10 témoignages, ça va. J'ai créé mon entreprise, ça fait 5 ans que je suis dans le game, j'ai 10 témoignages, j'ai accompagné 1000 personnes. Non, il y a un problème. Donc tu vois, c'est à ton appréciation. Nous, aujourd'hui, on a une bibliothèque, on a des centaines de témoignages, tu vois? Et on a tout le temps des nouveaux. Toutes les semaines, il y en a un, deux qui viennent. Tous les mois, il y en a une dizaine qui sortent. Tous les deux, 3 mois, il y en a une dizaine plutôt. C'est comme ça que tu nourris aussi ton sentiment d'être à la bonne place parce que tu fais payer des gens quelque chose, il y a un delivery derrière. Il y a une offre qui est costaud, qui est sérieuse derrière, qui aide vraiment les gens, qui tient la parole, tu tiens ta parole. Le taux de closing à négocier, c'est bien. La rémunération, elle est bien. Mais avant la rémunération, il y a est-ce que tu es à la bonne place? Tu vois? Il y a des niches, peut-être que tu t'entendras pas là-bas avec les prospects, il y a des niches qui sont pas faites pour toi. Euh, il y a peut-être des infopreneurs, il y a des CEO qui ont une énergie et des valeurs qui sont différentes des tiennes. N'y va pas que pour le cash. Si tu vas que pour le cash, il y a une incohérence à quelque part, tu vois. La définition du mot argent, c'est l'art d'aider les gens. Tu peux aider les gens que quand tu es aligné sur certains points. Quand tu es pas aligné, tu vas pas le faire. Donc après, voilà, comme on a parlé déjà dans l'une des vidéos précédentes ou des vidéos qui sortira prochainement, c'est la possibilité derrière pour aller chercher d'autres revenus en closing, aller faire peut-être une fois tous les 2, 3 mois, tu fais un 5-day challenge, tu as cette possibilité-là. Tu as la possibilité de développer tes compétences et d'être manager, head of sales, c'est tout ça en fait, c'est des pourcentages qui viennent en plus. Ça peut être des primes aussi, ça peut être des fixes. Tu peux prendre un fixe entre 800 et 1500 ou 2000 euros pour ajouter la tâche management d'équipe. Tu peux prendre un fixe entre 2005 et 3000 euros pour être head of sales plus un pourcentage sur le chiffre d'affaires encaissé par l'équipe. Ou tu peux prendre uniquement qu'un pourcentage sur le chiffre d'affaires pris par l'équipe. Donc il y a plein d'opportunités
dans le milieu du closing. Et le point de départ, c'est de prendre cette décision ferme de passer à l'action, de te choisir, de prendre cette décision que tu sais que ça ne sera pas facile. Et à partir du moment où tu as pris cette décision, bah, tu te retrousses les manches, tu fonces et tu verras, ça ne peut que marcher. Ce que je te propose, Rachid, c'est qu'on fasse un petit résumé là, le plus condensé possible pour un closer. Comment il négocie sa REM et avec quoi il repart de cette vidéo pour le faire. Donc, en fait, tu as ce qu'on appelle donc, les pourcentages débutants ou période d'essai. En fait, on est à 8%. Ensuite, donc dans la normale, on est à 10. Et après, les plus performants, on est à 12. Donc ça, c'est vraiment donc, le pourcentage. Ensuite, derrière, tu as ce qu'on appelle les primes. C'est des primes par palier. Donc, c'est des primes qui peuvent aller de 500 à 2000 euros. Ça dépend des entreprises. Il y a des entreprises qui vont te dire, bah, si tu fais 50 000 euros hors taxes encaissés, tu as 500 à 700 euros de prime. Si tu fais 70 000 euros encaissés, tu as 1000, 1200 euros de prime. Si tu fais 100 000 euros encaissés par mois, bah, tu vas avoir 2000 ou 2200 euros de prime encaissés. Donc ça, c'est en plus, tu vois. Et donc ça vient s'ajouter à en plus, tu vois. Ça vient s'ajouter au pourcentage. Dans le milieu de la vente, plus tu as la possibilité d'être manager, d'être head of sales, et donc dans ce cas-là, tu vas aller chercher d'autres revenus, des fixes ou des pourcentages, etc. Bah, tu verras en fait que ta facture, voilà, elle grossit vraiment plus vite que ce que tu pensais. Tout ça dans le milieu de la vente. Et c'est important que tu puisses comprendre encore une fois que tu dois passer par là. C'est une suite logique. C'est pas parce que tu débutes que tu entends toujours qu'on parle du 10%, quand tu vois du 8%, tu dis ah mais non, je suis sous-exploité. Non, c'est ce qui se fait le plus souvent, les débutants en période d'essai, ça passe par 8%. Je suis moi-même passé par 8% à travers plusieurs structures et après, bah, en fait, 10 et 12. En fait, il y a une chose que tu dois comprendre qui est super et méga importante, c'est en tant que closer, comme je t'ai dit, tu es un entrepreneur. Et en fait, en tant qu'entrepreneur, tu te dois aussi de travailler plus que pour l'argent. Tu vois, quand tu travailles plus que pour l'argent, bah, tu vas être étonné que dans les prochains mois, tu vas gagner plus d'argent en faisant moins de travail. Parce que tu es force de proposition, parce que tu es dans la performance, parce que tu es aligné avec les valeurs et la mission de l'entreprise. Alors que si effectivement tu penses à ta tête, qu'à ton compte, hein, tes intérêts, bah forcément en fait tu vas pas être dans l'énergie du long terme, mais plutôt dans l'énergie du court terme. Et dans ce cas-là, je pense que c'est plus les 5 day challenge qu'il te faut, tu vois. Maintenant que tu as regardé ce guide, tu as deux options. J'espère avant tout qu'il t'a plu, qu'il t'a apporté de la valeur, que tu as gratté des choses sur ta feuille. Et maintenant, tu as deux options. La première option, c'est de faire de cette vidéo encore une de plus que celle que tu as déjà regardée sur YouTube et avec zéro action, mais toujours que de la réflexion. Et tu peux aussi faire partie de la deuxième option, de passer à l'action, de mettre en place ce que tu as appris à travers cette vidéo, de ce que je t'ai partagé et d'être dans l'action qui va amener du résultat. Et pour ma part, je te retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à toi.